Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Enjeux DAF et du monde informatique que je vais présenter avec Clémence Tingry. Clémence, bonjour. Bonjour Emmanuel. Donc nous allons aujourd'hui vous parler facture électronique, aussi bien de la réforme de la facture électronique que de la rationalisation des processus de facturation dans les entreprises. Et pour commencer, nous allons recevoir un expert, Cyril Sautreau, qui est le président du Forum national de la facture électronique, le FNFE. Il va venir justement décrypter pour nous cette réforme, nous expliquer les mécanismes, les obligations et surtout le calendrier à respecter pour les entreprises. Nous recevrons ensuite 3 entreprises qui viendront témoigner de leur projet de dématérialisation, justement. La chaîne de restauration rapide Big Fernand, le fabricant de camions et de bus MAN Truck & Bus France et l'ETI immobilière IDEC Group. Enfin, nous aurons également une start-up, Libéo, qui travaille justement sur la facture électronique, dont nous recevrons le fondateur Pierre Dutarret. Et tout de suite, nous accueillons notre premier invité, l'expert Cyril Sautreau. Nous commençons notre émission comme il se doit par une revue détaillée de la réglementation sur la facture électronique et de son calendrier d'application. Et pour ça, nous recevons Cyril Sautreau qui préside le FNFE MPE. Cyril Sautreau, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, le FNFE MPE, c'est le Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques. C'est une association de 170 membres qui est née, alors c'est 2016, c'est ça? Alors officiellement 2016, on a commencé de façon informelle plus tôt, mais officiellement en 2016 et on a maintenant près de 180 membres. Oui. Voilà, et qui réunit à la fois des grandes entreprises, des experts comptables, des consultants et des éditeurs. Et en fait, vous travaillez sur ce sujet de la facture électronique, de ses enjeux et des bonnes pratiques. Et vous travaillez aussi avec l'État sur ces sujets-là. Hein, oui, on accompagne aussi l'État pour que tout se passe au mieux, voilà, pour que tout se passe au mieux le jour J. Alors, on va essayer de comprendre les enjeux et la mécanique de cette réforme. Donc, et pour commencer, quels sont les objectifs de l'État? Enfin, pourquoi cette réforme finalement? Oui, effectivement. Donc, ce qui a inspiré cette réforme, c'est 4 objectifs qui ont été décrits dans le premier rapport de la DGFiP, qui sont donc tout d'abord renforcer la compétitivité des entreprises par l'accélération des traitements, l'automatisation des traitements et surtout l'accélération des paiements aussi, qui sont importants. D'avoir une meilleure connaissance de l'activité des entreprises, parce qu'on va avoir beaucoup d'informations qui vont être remontées par l'administration, vers l'administration. Ensuite, faire un pré-remplissage, proposer un pré-remplissage de la TVA aux entreprises basé justement sur ces flux de facturation. Donc, un peu dans le genre, dans le style « dites-le-moi une fois », à peu près. Et puis le dernier qui est important, qui est de lutter contre la fraude à la TVA, réduire le gap TVA, qui se mesure en plusieurs dizaines de milliards d'euros probablement en France, et qui est un élément important, parce que c'est celui qui nous a permis de faire la réforme et de rendre la facture obligatoire. Donc face à ces objectifs, il y a deux grands événements, deux grandes obligations. La première, c'est d'obliger les entreprises assujetties à la TVA de s'échanger des factures électroniques contenant des données qui vont être remontées obligatoirement vers l'administration fiscale, avec des contrôles de conformité, on va dire. Et puis la deuxième, c'est que pour tout ce qui est facture qui porte de la TVA ou vente qui porte de la TVA, qui n'est pas entre assujettis, je vends à des particuliers, je vends à des grandes entreprises, je reçois aussi des factures de l'étranger, eh bien une obligation de reporter des éléments de TVA et de facturation vers l'administration, et ça s'appelle le e-reporting, en un temps assez accéléré, on va le voir dans la suite de la présentation. Avant d'aller plus loin, on va quand même faire un point sur les factures électroniques. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Alors effectivement, quand on parle de facture électronique, on parle de beaucoup de choses. Dans l'esprit, on va dire, du régulateur d'aujourd'hui et dans l'esprit des gens qui veulent faire de la facture électronique pour améliorer, c'est une facture électronique qui contient des informations structurées en général, permettant un traitement automatisé, puisque l'objectif c'est d'automatiser la facture. Mais c'est vrai que dans le langage courant, une facture électronique, c'est une facture qu'on s'échange de façon électronique. Et beaucoup de gens, quand on leur pose la question, ils disent bah, « moi je fais la facture électronique depuis des années, je fais un PDF et puis je l'envoie par mail à mon client ». Mais ça c'est de la facture électronique aujourd'hui, ça ne le sera plus demain, mais ça ne permet pas beaucoup une automatisation du traitement, parce qu'il n'y a pas de données qui permettent… C'est la différence entre un scan ou un PDF simple et une facture qui va être structurée avec des données identifiées qui peuvent être utilisées. Voilà, structurée, ça veut dire qu'il y a des données qui sont identifiées, comprises de la même façon
par des programmes informatiques. Donc c'est quand même assez précis. Hein, si je veux me prendre un exemple de ce qu'est une facture structurée, dedans, par exemple, on a défini, il y a une norme européenne donc, qui a été faite en 2017, justement pour permettre à l'ensemble du monde économique vraiment de se déployer la facture électronique. Eh bien, un exemple assez simple, c'est qu'un numéro de bon de commande, il y en a deux. Il y a le numéro de bon de commande qui est généré par l'acheteur, en gros celui qu'on utilise souvent, mais il y a aussi le numéro de bon de commande qu'on devrait appeler bon de vente, qui est celui qui est généré par le fournisseur, parce que lui aussi il suit ses commandes. Et donc si on a une seule case pour mettre deux trucs, on ne sait plus où on est. Et donc là, dans la norme, il y a numéro de bon de commande généré par l'acheteur, numéro de bon de commande généré par le fournisseur, et on les met dans les bonnes cases, parce que sinon, les ordinateurs ne comprennent pas et ne peuvent pas automatiser. C'est ça. Donc, cette réforme, cette obligation va s'appuyer sur deux types de plateformes, donc une plateforme publique et des plateformes partenaires. Voilà, effectivement, les choix pour ceux, parce qu'on n'est pas le seul pays à faire ça, hein, ça se déploie depuis une vingtaine d'années dans le monde, il y a un choix centralisé, une seule plateforme centrale, comme le fait l'Italie, donc on oblige les entreprises à passer par une plateforme pour déclarer leurs factures, souvent même, enfin parfois même par les émettre, et puis un autre système décentralisé, donc on va avoir différentes plateformes c'est une sorte de réplication de la plateforme nationale, et là c'est le système qu'on a choisi en France. Alors on l'a choisi. On va peut-être dire les noms parce que ça va revenir beaucoup dans le. Exactement. Donc la plateforme publique, elle s'appelle PPF pour Portail public de facturation, et les plateformes privées, elles s'appellent PDP pour plateforme de dématérialisation partenaire, et ça veut dire partenaire de l'État. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc les factures demain, entre assujettis, elles devront obligatoirement s'échanger au travers de ces plateformes, d'un sous-réseau de plateformes. Elles pourront plus s'envoyer par mail directement. Donc il faudra l'envoyer à sa PDP ou son PPF, si on a choisi l'un des deux, qui va donc faire des contrôles, et si jamais les factures ne sont pas valables, eh bien, elle ne va pas les émettre, elle vous dira qu'il faut la corriger, il faut la refaire, enfin bon, elle ne peut pas les mettre. Et puis à partir du moment où elle est valable, elle va être transmise à la PDP du destinataire, qui pourra être aussi le PPF, et avec une obligation d'extraire les mentions obligatoires de la facture, donc c'est pour ça qu'il faut des données, et de les envoyer à l'administration fiscale en passant par le PPF. Donc le PPF, c'est à la fois une plateforme qui permet à des entreprises d'échanger des factures, comme le font les PDP, mais c'est aussi la plateforme qui va centraliser l'ensemble des éléments déclaratifs vers l'administration fiscale, qui est une sorte de back-end du système. Alors derrière tout ça, on est en termes de mécanique, on va dire, sur le prolongement de Chorus Pro, je pense que sur justement de l'exploitation de data, donc au sens informatique du terme, sur des solutions de connexion avec les plateformes. Donc Effectivement, ça va ressembler à ça. La plateforme nationale, c'est une sorte de Chorus Pro deuxième génération, hein, donc, qui aujourd'hui permet les échanges entre le secteur privé et le secteur public. Alors elle joue, aujourd'hui Chorus Pro c'est un peu la PDP du secteur public en termes de réception. Et puis c'est aussi celle par laquelle on émet toutes les factures vers le secteur public. Demain, dans la réforme, les factures vers le secteur public pourront passer par des PDP au niveau de l'émission, puis par le PPF pour le secteur public. Et puis les plateformes, les factures privées, elles pourront passer soit au travers du PPF, si les deux sont dans le PPF, ou au travers des plateformes de dématérialisation partenaires. Alors juste peut-être avant de passer à la suite, mais il y a des acteurs qui vont être impliqués donc, dans ces plateformes partenaires et à la fois vont proposer des plateformes partenaires et il y a des acteurs qui vont venir, des éditeurs en particulier, hein, que vous appelez les opérateurs des opérateurs de dématérialisation. Est-ce qu'on peut parler de ces acteurs, de ceux qui vont proposer des plateformes, du moment où ça va se passer, et de ces opérateurs de dématérialisation? Exactement. Parce qu'effectivement, il va falloir... le réseau des PDP et du PPF, c'est un réseau d'échange de factures. Mais pour s'échanger des factures et bien les traiter, il y a besoin d'autres solutions techniques. Il faut fabriquer des factures déjà avec les bonnes données. Quand on est en réception, il faut savoir les valider automatiquement. Donc il faut extraire les données, faire des écritures comptables automatiquement, faire de la validation automatique. Tout ça, c'est des composants logiciels qui sont en dehors de la réforme et qui sont portés par des acteurs qu'on va appeler des opérateurs de dématérialisation. Le nom n'est pas forcément super bien choisi, mais c'est comme ça qu'on les appelle. C'est plutôt les éditeurs de gestion. Alors il peut y avoir des éditeurs de logiciels, il peut y avoir des gens qui font de la GED et qui ont l'habitude déjà de traiter des fameuses factures PDF par mail, et là ils ne pourront plus, et puis ils n'ont pas la capacité à être PDP, donc ils vont préparer des factures avec des données, puis passer par une PDP ou le PPF pour les transmettre. Vous voyez, donc il y a toute finalement un continuum de valeur ajoutée et de traitement à faire qui va concerner d'autres types d'acteurs qui ne sont pas forcément des PDP. Donc c'est tout le système d'information des entreprises qui va devoir être un petit peu... enfin pas repensé, mais optimisé, on va dire, dans le cadre de cette réforme. Dans un axe de plus de données, plus d'automatisation, un traitement plus rapide et un partage du traitement de la facture. C'est un élément très important aussi de la réforme, c'est que
au début, c'est pour bien précompter la TVA, c'est-à-dire que quand une facture passe, la TVA est précomptée. Ça veut dire que si le destinataire dit je la refuse, je ne veux pas la traiter, pour 2 raisons. La première, c'est elle n'est pas pour moi. Vous êtes trompé, donc je ne vais pas traiter une facture qui n'est pas pour moi. Ou bien alors, elle est pour moi, mais je ne suis pas d'accord. Et bien dans ce cas-là, il y aura une obligation de remonter une information non seulement vers le fournisseur, mais aussi vers l'administration fiscale pour qu'elle s'attende à avoir une sorte d'annulation de la TVA. Voyez. Et donc ce cycle de vie il a été dessiné un peu de façon standard pour dire, bah voilà les grandes étapes. Une facture, elle est émise. D'abord, elle est émise vers sa plateforme, elle est émise de la plateforme vers la plateforme d'en face, elle est émise de la plateforme d'en face vers le client, puis le client, il a le droit de l'approuver, de la refuser, d'être en litige, de ne pas être d'accord, de discuter. Et ça, il peut le signifier par des messages retours qui vont être repoussés jusqu'au fournisseur. Donc ça veut dire que vu du fournisseur, y compris quand il paye d'ailleurs, vu du fournisseur, il va donc avoir l'information que sa facture est en cours d'être traitée. Si elle a des problèmes, il le saura beaucoup plus vite pour régler les problèmes. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle de vie, et le partage du cycle de vie est aussi un élément central de la réforme, important pour les fournisseurs. Donc on comprend bien que cette réforme, elle implique énormément de choses, mais aujourd'hui en termes de planning, on en est où sur la création notamment des plateformes, que ce soit de l'État ou celle des éditeurs? Alors effectivement, tout se fait dans un planning assez serré, donc on a des spécifications externes qui sont publiées, qui décrivent plutôt le fonctionnement par l'administration et l'équipe projet, qui décrivent plutôt le fonctionnement du PPF, et donc avec le fonctionnement du PPF, on en devine aussi les obligations des PDP. Il y a des décrets et des arrêtés qui ont été publiés, donc on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, tout le monde se prépare pour faire les choses. Et donc, effectivement, on est en phase de développement. Le PPF est en phase de développement. Même s'il s'appuie sur Chorus Pro, il y a quand même des choses en plus à faire. Et puis, les PDP, en général, c'est des opérateurs qui font déjà de la facture électronique. Donc, ils doivent aussi adapter leur système, etc. Et après, il y a un mécanisme d'immatriculation aussi pour les PDP. Comme ce sont des partenaires de l'État, ce n'est pas n'importe qui. Il y a un cahier des charges, enfin, il y a des obligations très bien décrites dans les décrets, donc ce qu'elles doivent faire. Et elles doivent donc déposer un dossier, donc elles vont pouvoir le faire à partir du mois de mai à peu près, aux alentours du mois de mai, elles pourront déposer un dossier pour se faire immatriculer. Et donc il y aura une sorte d'analyse du dossier pour décider que celle PDP est considérée comme étant suffisamment bien sécurisée, etc., pour être une PDP. Et ça, c'est pas tout de suite. Donc effectivement... A priori, les dépôts de dossier jusqu'au mois de juillet, non? C'est ça? Le dépôt de dossier, c'est à partir du mois de mai à peu près. Après... toute la vie en fait, et enfin oui c'est ça, enfin, on peut déposer des dossiers quand on veut. Okay. Un dossier devrait mettre à peu près 2 mois à être immatriculé. À partir du moment où on est immatriculé, ça veut dire qu'on fait partie du cercle de ceux qui peuvent échanger des factures pour le compte des entreprises. Et alors l'autre calendrier qui est quand même très important, c'est le calendrier des obligations, ce qui va aussi vous permettre de nous parler d'une obligation qu'on n'a pas évoquée. Alors on n'a pas évoqué les émissions, la réception pardon, mais surtout le e-reporting. Alors le e-reporting, c'est la deuxième obligation. J'ai dit au début, on s'échange des factures électroniques entre assujettis. Donc effectivement, la réforme, elle concerne tous les assujettis, y compris un auto-entrepreneur. C'est un assujetti qui au début ne relève pas de la TVA, mais comme il a des seuils, c'est un assujetti aussi. Et puis après, vous avez, en tant qu'assujetti, vous facturez des non-assujettis. Ou vous êtes facturé de non-assujettis. Et là, vous devez déclarer, en gros, la TVA qui est dessus. Donc, quand vous les non-assujettis, c'est vous et moi, quand on fait une note de frais. C'est d'abord nous, les gens qui les particuliers, mais c'est aussi les non-assujettis en France à la TVA, donc c'est aussi les entreprises étrangères. Donc, déjà sur le B2C, vers les particuliers, il y aura donc une obligation de déclarer ses ventes régulièrement. Donc ça va dépendre de la taille des entreprises, mais c'est régulièrement, quand même très régulièrement. Donc des cumuls quotidiens de vos ventes. Donc aujourd'hui j'ai vendu pour X milliers d'euros et voilà le détail TVA qu'il y avait dans ces X milliers d'euros. Et puis vous aurez aussi d'ailleurs des déclarations à faire, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, sur les encaissements. Parce que vous savez que la TVA, il y a une certaine TVA qui est due à l'encaissement sur les services, sauf si on a opté pour les débits. Eh bien, on déclare la TVA. La TVA est collectée, en fait, et peut être déductible quand la facture est payée et pas quand la facture est émise. Et donc, il y a une obligation aussi de déclarer les encaissements des factures ou des ventes sur ce type de prestations de services essentiellement. Et donc ça fait partie du e-reporting aussi. Et puis après, vous avez le e-reporting sur les factures que vous faites à l'international ou que vous recevez de l'international. Et là, on va vous demander à peu près la même chose que sur le invoicing. On va vous demander les mentions obligatoires des factures, puisqu'il y a des factures. Alors quand je dis que c'était en quasi-temps réel, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aujourd'hui déclare sa TVA tous les mois au régime normal, on va lui demander de déclarer ça tous les 10 jours, sous 10 jours. Donc toutes les ventes et les factures qu'elle a fait entre le 1er et le 10, elle devra le déclarer avant le 20, pour faire simple. D'accord ? Et ainsi de suite. Et puis quand on le fait plutôt à l'année, là on vous demandera de le faire au mois.
voyez, pour les régimes simplifiés. Donc il y a quand même une accélération assez forte de ce e-reporting. Et donc sur le calendrier, puisque ça c'est ce qui importe aujourd'hui pour les entreprises, pour celles qui ont démarré comme celles qui n'ont pas démarré, tout démarre au 1er juillet 2024 avec la capacité de réception pour toutes les entreprises de factures électroniques, et puis pour les plus grandes, d'ores et déjà la capacité d'émission. Exactement. Il y a un démarrage, on ne peut pas faire vraiment autrement, qui se fait progressivement, mais il y a une sorte de Big Bang à la réception, parce qu'on ne peut pas obliger des gens à émettre si les gens d'en face ne sont pas obligés de recevoir. Donc tout le monde doit pouvoir au 1er juillet 2024, toutes les entreprises assujetties à la TVA, c'est quand même l'essentiel des entreprises, il y a juste quelques secteurs qui sont exclus, la formation, les professions médicales, les choses comme ça, mais la plupart des entreprises qui sont assujetties devront donc être en capacité de recevoir des factures électroniques dans le système que je viens de décrire. Donc elles devront avoir fait le choix, soit de les recevoir via le PPF, soit de le recevoir via une PDP, voire même plusieurs PDP. Elle peut dire, en fonction de mes activités, j'en choisis plusieurs, parce que ça me paraît intelligent. Donc ça, il faudra le faire avant le 1er juillet 2024, et on aura donc un canal de réception des factures. C'est un peu mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va parfois chercher ces factures dans 3-4 portails. Quand je dis 3-4, je suis gentil, ça peut être beaucoup plus. Là, on aura quand même une concentration des flux. Ça, c'est le 1er juillet 2024. Après, on commence à dire quand est-ce qu'on émet. Voilà. Et là, effectivement, 1er juillet 2024, les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre leurs factures vers tous leurs clients assujettis dans la réforme, c'est-à-dire au travers d'un portail avec des données dedans, etc. Elles ont aussi l'obligation de faire le e-reporting sur leurs ventes à la même date. Et puis après, on a le 1er janvier 2025, ce sont les ETI qui rentrent dans ces deux obligations. Donc c'est pas tous les ans, c'est tous les 6 mois. Non, c'est tous les 6 mois au début, c'est tous les ans après. Donc la dernière date, c'est le 1er janvier 2026 pour toutes les entreprises. Donc ça fait quand même trois niveaux. Et après, il y a aussi une petite tolérance sur les données qui vont être exigées dans les factures. Il y a les données de niveau document qu'on est assez capable de traiter facilement parce qu'on a des processus d'extraction de données quand on fait du scan, par exemple. Donc on sait bien extraire les données de niveau document. Les lignes, c'est plus compliqué. Et donc là, l'administration a dit, jusqu'en 2026, on n'exigera que les données de niveau document. Donc si vous êtes uniquement capable de traiter ça, c'est déjà pas mal. Et à partir du 1er janvier 2026, on vous demandera toutes les données des factures, y compris les lignes. D'accord. Et pour les entreprises du coup, qui doivent rentrer dans cette réforme, quelles sont les principales difficultés, obstacles liés à ce changement, à ce Big Bang, comme vous l'avez dit? L'obstacle, avant tout, c'est qu'on passe dans un mode où on va changer des factures avec des données. Et donc, quand on parle de données, ça veut dire qu'il faut être capable de les produire. Aujourd'hui, on a des systèmes d'information qui ont des données, puis ils les déversent beaucoup dans des PDF ou dans des factures papier, donc sans structure, quelque part. Et donc là, il va falloir aligner la structure des données dans les systèmes d'information avec la structure de la norme de la facture qui a été choisie, parce qu'on n'a pas parlé des formats, mais il y a deux formats ou 3 formats essentiels qui vont être exigés pour tout le monde, sachant que les entreprises ont le droit d'en faire d'autres, mais dans ce cas-là, il faudra qu'elles les alignent en termes de données pour que l'administration est toujours dans le même format. On peut en dire 2 mots rapidement, c'est-à-dire que ce sont des formats structurés dont on parlait un peu au début de la conversation, et donc il va falloir faire un choix et adapter son... Voilà, alors il y a 2 formats qui sont issus de la norme européenne qui existe depuis 2017, une norme sémantique. Donc ce sont 2 formats XML, il y en a un qui est de la famille UN-CFACT, c'est-à-dire c'est la famille de l'EDI traditionnelle, c'est la version XML de l'EDIFACT, on va dire. Et puis vous en avez une autre qui est l'UBL, qui est une sorte de fork d'ailleurs ancien de l'UN-CFACT, qui est pas mal utilisé aussi. Ça, c'est des formats structurés où il faut mettre toutes les données des factures. Donc quand on utilise ça, il faut mettre toutes les données, toutes les mentions. Il n'y a pas, je mets pas les lignes par exemple, parce qu'il faut que ce soit une facture, il faut qu'il y ait des lignes dans les factures. Après, il y a un autre format qui est effectivement très important pour les PME et ceux qui ne savent pas traiter une facture structurée tout de suite, ça s'appelle le format FactureX. Et là, c'est une sorte de format PDF augmenté. C'est-à-dire c'est un format PDF comme on a l'habitude de faire, mais à l'intérieur, on a les données essentielles de la facture. Donc d'abord les données niveau document, puis plus tard les 2 lignes, et puis un jour toutes les données, voire encore plus, parce qu'il y a des extensions possibles, qui sont à l'intérieur dans le format UNCFACT C2I, donc un des 2 formats. Et donc comme ça, celui qui reçoit la facture, son système d'information, il a les données pour automatiser, et celui qui a besoin de les regarder, eh bien, il peut les voir comme ça. C'est lisible à la fois, c'est compréhensible par l'ordinateur et c'est lisible par un être humain. Je vais rassembler mes dernières questions parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Alors, il y a des avantages quand même à faire cette démarche. On peut en parler peut-être rapidement. Et on va évoquer aussi le niveau de maturité des entreprises aujourd'hui vis-à-vis de cette dématérialisation des factures en fait. Alors déjà, les avantages, bien sûr, c'est qu'on va passer d'un monde où on est
pas très optimisé, on va dire, à un monde où il y a des données beaucoup plus riches et beaucoup plus systématiques. Donc ça fait quand même 30 ans que la facture électronique existe et il y a 15% de factures avec des données. Là, on va passer à 100% ou quasi 100% en 3-4 ans. Donc c'est une accélération importante. Et pour les entreprises, ça veut dire que je reçois de façon systématique des données de facturation. Donc ça veut dire que je peux comptabiliser plus vite, je peux avoir une connaissance de mon activité qui est beaucoup plus fine, je peux utiliser toutes ces données pour faire des analyses de KPI, enfin de pilotage, de reporting, et donc mieux connaître mon activité, faire du reforecast de mon activité, etc. pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est surtout les grandes entreprises qui font ça. Une PME, elle aura une visibilité de son activité en quasi temps réel. Un outil de pilotage un peu. C'est exactement, c'est très important. On attend bien sûr une accélération des traitements et donc des paiements. Vous savez qu'une boîte sur 4 qui meurt de cash, donc c'est quand même important que cette accélération se fasse et que le refinancement aussi se fasse plus simplement. Parce que ces factures ont vocation à être traitées plus vite, donc validées plus vite, avec une meilleure connaissance du fait que c'est une créance valable, et donc les outils de refinancement qui se développent et de paiement au clic plus rapide vont pouvoir se développer beaucoup mieux. Et les systèmes de RP qui savent faire des trucs très intelligents vont pouvoir vraiment le faire, parce qu'aujourd'hui, ils font des trucs intelligents, mais ils ne sont pas nourris en données, parce que ça coûte cher de rentrer de la donnée. Là, la donnée sera native, donc on aura une plus grosse capacité. Et on le verra avec certains de nos intervenants, il y a aussi la protection, la sécurisation, en fait. Des paiements, effectivement. Protection par et rapport après, vous disiez, juste pour finir sur la maturité des entreprises, aujourd'hui, il est clair que même si on communique depuis un certain temps, les entreprises ne sont pas, dans leur globalité, totalement conscientes que cette réforme existe et de ses impacts. Donc la maturité est encore un peu faible, vu l'enjeu, parce qu'on commence dans 15 mois. Donc c'est quand même vraiment très court en termes informatiques. Donc il y a besoin d'accélérer la communication pour que les entreprises prennent conscience de cette chose-là. Dernier point peut-être pour conclure, c'est... Juste peut-être pour nous, ce niveau de maturité, c'est pas forcément juste sur la capacité à transformer son système d'information ou son processus, ça peut être même la compréhension de ce qu'est une facture électronique ou de ce que sont même les éléments de la réforme. Alors on espère qu'on aura aidé un petit peu avec la conversation de maintenant, mais la compréhension des plateformes, etc. Exactement. Et puis aussi le fait de prendre conscience que c'est peut-être l'occasion d'aligner ces processus de gestion. Parce que souvent, ces processus de gestion de factures, on a l'habitude de les faire d'une certaine façon. On pense que son mode est très spécifique et on est obligé d'avoir tout ce processus complexe. C'est aussi l'occasion de dire, attention, on va mettre à place un certain nombre de cas de gestion. Si tout le monde peut le traiter un petit peu de la même façon et de façon plus simple, je pense que tout le monde y gagnera. Donc il y a aussi une petite remise en cause de se dire, réfléchissons 2 minutes sur nos processus qu'on a un peu définis en tant que grand acheteur. Est-ce que pour que ça marche pour tout le monde, on ne peut pas aller vers un peu plus de simplicité, qui est globalement le mouvement qui s'inscrit dans le monde et en Europe en particulier. Voilà, bon, donc on espère que ça aura aidé certains de nos auditeurs. Cyril Sautreau, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Donc on a l'esprit plus clair sur le sujet et sur cette réglementation de la facture électronique. Et on va continuer avec justement notre premier témoignage d'entreprise, celui de Raphaël Vallée. Il est DAF d'une ETI immobilière qui s'appelle IDEC Group, et on le retrouve tout de suite. Donc avec nous maintenant, Raphaël Vallée, DAF d'IDEC Group. Raphaël Vallée, bonjour. Bonjour. Donc IDEC Group, c'est une ETI qui conçoit, qui construit et qui vend des parcs d'activités, également une foncière d'investissement, si je ne me trompe pas. Vous avez environ 550 employés pour un chiffre d'affaires de 515 millions d'euros environ pour l'année dernière. C'est ça. Donc quand on parle facturation, votre contexte est assez particulier. Vous avez beaucoup de sous-traitants, donc peu de volume finalement, mais des factures assez complexes. Alors peut-être que vous pouvez nous expliquer ce contexte, parce que ça va être ensuite intéressant sur la façon dont vous abordez justement la dématérialisation. Oui, bien sûr. En fait, on est sur une des activités du groupe qui est la plus importante. On est contractant général, c'est-à-dire qu'on va être le seul interlocuteur de notre client, mais en revanche, on va sous-traiter des lots à des sous-traitants. Donc on a beaucoup de chantiers, mais assez peu de lots par chantier, une quinzaine de lots en moyenne. Et donc on va avoir une quinzaine de sous-traitants, et pour chacun de ces sous-traitants, on va avoir une facture mensuelle. Et cette facture, elle va détailler toute la répartition des travaux de chaque sous-traitant. Et donc dans chaque facture qui est émise par nos sous-traitants, on va retrouver tout ce détail. Donc assez peu de volume, mais une facture assez complexe à traiter.
avec des niveaux d'avancement, hein, c'est ça également? Exactement. Alors en fait, c'est une facturation à l'avancement, et donc les lots de sous-traitance sont avancés mensuellement. C'est de l'avancement physique, avancement par tâche. Et donc chaque situation mensuelle va reprendre ses avancements physiques. Donc on résume, c'est un peu atypique, mais vous n'avez pas forcément un fort volume, mais des factures complexes. Exactement. Pas de fort volume, des factures complexes qu'il faut pouvoir rentrer dans l'outil. Et donc la dématérialisation, pardon, chez vous, ça a commencé avec un outil de gestion des chantiers. Exactement. En fait, le projet de passage sur l'ERP, chez nous, c'est à tiroir, du coup. Mais la première brique, et qui était vraiment centrale pour nous, c'était la gestion de chantier, pour pouvoir rentrer en effet tous ces lots et pouvoir les avancer tâche par tâche mensuellement. Donc c'était en effet la première brique de la digitalisation. Parce que du coup, c'est un moment où ça ne semblait pas forcément prioritaire de dématérialiser la facture en tant que telle, mais le processus sur le chantier en fait. Hein. Exactement. Nous, on a des chantiers qui sont géographiquement très éclatés. Les conducteurs de travaux sont ceux qui font les avancements. Donc il fallait un outil qui soit partagé par tous, les contrôleurs de gestion, les comptables, les conducteurs de travaux, et qui puissent, depuis cet outil, faire leurs avancements pour faire le prévisionnel et la facturation. Et donc pour tout cela, vous vous êtes tourné vers l'éditeur Sage. Et en effet, alors pour plusieurs raisons, mais Sage était d'abord un éditeur qui avait cette pratique avec un autre de ses clients de gestion de chantier, donc on s'appuyait déjà sur une brique qui existait, et puis on avait aussi le fait qu'on était sur l'outil précédent de Sage déjà, et donc c'était... Alors c'est plus que juste une migration, hein, c'est un nouvel ERP, mais ça reste avec le même éditeur. Oui, donc, parce qu'en fait, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher chez eux finalement un module qui ressemblait qui a été développé, co-développé avec un autre client Sage sur une activité proche de la vôtre, et vous avez aussi co-développé en quelque sorte, ou travaillé avec eux pour votre propre C'est exactement système. ça, en fait, c'est un des majors de la construction qui a les mêmes problématiques que nous finalement, qui a mis en place cet outil avec Sage. Et nous, on a pu... Alors, on a malheureusement quelques spécifiques qu'on a dû développer, mais on s'est d'abord appuyé sur le module existant de gestion de chantier. Et il y a eu quelques difficultés qui ne sont pas forcément liées uniquement à ce processus de dématérialisation, mais au fait que vous avez dû faire de la reprise de données et que vous aviez justement ce projet de gestion de chantier en parallèle de celui que vous avez dû mettre en place de dématérialisation. Oui, complètement. La problématique, mais on l'a décrite un petit peu tout à l'heure, c'est que ce n'est pas de la reprise de données simple. On ne reprend pas le détail de nos comptes comptables, on est obligé de tout reprendre en analytique. Et comme on est sur des affaires qui se gèrent en cumul et qui sont multi-exercices, en fait, il faut tout reprendre en détail. Et donc la gestion de la reprise de données, ça c'était quelque chose qui a pris beaucoup de temps et qui ne peut pas être vraiment, pour le coup, digitalisé. C'est beaucoup de reprises manuelles. En fait, oui, c'est ça. En fait, le traitement des données qu'il aurait fallu faire pour automatiser la reprise prenait quasiment autant de temps que de la reprise de données manuelles. Donc ça, c'est peut-être important d'ailleurs pour ceux qui nous regardent. C'est-à-dire que cette reprise de données, vous avez fait un choix qui est, vous auriez pu automatiser le process de récupération, mais ça aurait pris plus de temps finalement que de le faire. En fait, ça aurait pris sans doute quasiment autant de temps, mais avec un contrôle derrière qu'il aurait fallu faire qui aurait été encore plus important. Et donc on a fait ce choix de reprise manuelle qui a finalement facilité la reprise. En revanche, maintenant que tout est repris dans cet outil, si jamais on devait rechanger, là on pourrait complètement automatiser. Et alors, si on reste sur cette partie dématérialisation pure, avant de parler de l'EDI, il y a aussi une question liée aux approvisionnements, parce que vous avez beaucoup de sites déportés. Donc il y avait un sujet aussi autour des approvisionnements. Alors oui, il y a tout le sujet achat et tout le sujet workflow surtout, puisque en fait, comme on a des équipes éclatées et que tous les engagements de dépenses en fait passent par des circuits de validation, jusqu'à présent c'était complètement manuel, papier, et donc il y avait des navettes, des circulations de papier d'un service à un autre, d'un site à l'autre. Et donc évidemment, le passage sur le RP permet de complètement digitaliser le workflow d'approbation
et de faciliter et de fluidifier tout le processus. Et donc, je l'évoquais juste à l'instant, donc il vous reste à travailler sur le DI maintenant. Exactement. Alors, en fait, c'est un des tiroirs. Donc, on avait pris la brique gestion de chantier en priorité, mais le sujet qu'on aborde maintenant, c'est la partie complètement digitalisée, puisque en plus de nos sous-traitants, on a tous les autres achats, les fournisseurs standards, tous les achats de frais généraux, et cela jusqu'à présent était complètement manuel, c'est-à-dire on pouvait recevoir des factures PDF, mais elles étaient saisies complètement à la main. Mais on savait dès le démarrage du passage sur l'ERP que on allait coupler à cet ERP un module de gestion des factures électroniques. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de lancer maintenant. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations là-dessus parce que vous n'avez pas fait de choix. Vous avez un cahier des charges, on va dire, peut-être. Oui, on a un cahier des charges parce que là, pour le coup, on souhaite remonter jusqu'à la demande d'achat, qui n'est pas intégrée pour l'instant dans l'outil, et associer la demande d'achat à un workflow aussi. Et donc ça, on va le faire plutôt de façon déportée de l'outil central ERP. Et donc ça, c'est un des points qu'on a mis dans notre cahier des charges qui devra être pris par l'outil de dématérialisation. Vis-à-vis de la réglementation donc, qui arrive rapidement et de la conformité vis-à-vis de celle-ci, quelle est la principale difficulté, la complexité, je dirais, auquel fait face IDEC ? Nous, on le voit plutôt comme une opportunité, parce que d'abord, ça sera évidemment un gain de temps énorme pour nos équipes comptables, qui aujourd'hui ressaisissent intégralement, donc un outil qui permet de faire de la reconnaissance et puis d'intégrer automatiquement, c'est un gain de temps. Et puis, alors je ne sais pas si c'est très spécifique à la construction, mais on subit en moyenne une attaque par semaine. De personnes malveillantes sur de la falsification de factures. Et donc le fait de digitaliser les flux, ça va nous permettre de sécuriser en fait toutes les opérations. Ce qui pourrait être contre-intuitif en fait, parce qu'on peut se dire digitaliser plus de cyberattaques, mais non. Non, parce qu'en fait le DI va permettre de sécuriser les entrants, les sortants, et tout le process d'envoi et de réception des factures. Et donc finalement pour nous c'est clairement un sujet de sécurisation des données et pas l'inverse. Aujourd'hui on subit des attaques parce que comme on a des flux manuels, papier ou PDF, c'est très facile à falsifier. Une fois qu'on est dans un process EDI, ça devient un peu plus complexe à pénétrer. C'est-à-dire que vous recevez des factures qui viennent de... Alors nous non, en fait c'est nos clients qui reçoivent, en fait souvent dans notre processus, nos factures les factures que nous on émet vers nos clients passent par une approbation d'un tiers extérieur, un architecte ou un maître d'œuvre, et c'est ce tiers extérieur qui envoie la facture finale au client, après avoir visé. Et donc cette étape-là, si elle n'est pas complètement sécurisée d'un point de vue flux informatique, elle peut être très facilement déviée par une personne malveillante qui va court-circuiter le circuit et envoyer une facture falsifiée au client final, qui va croire, lui, que c'est la bonne facture, et en fait, le RIB sera falsifié, etc. Et donc, ça nous est arrivé. Alors, on n'est pas les victimes premières, c'est le client. Néanmoins, voilà, c'est... Donc, en effet, pour nous, ça permettra de sécuriser. Pour autant, la principale difficulté, si je reviens à votre question, c'est que ça rajoute dans nos gestions de flux électroniques un élément en plus. On a une gestion de tous nos flux et de toutes les interfaces, en fait. On a pris un outil pour gérer toutes les interfaces. Alors, on rajoute encore un outil dans cette interface pour aller interagir avec les différents systèmes. Et vous avez déjà regardé également, donc, dans la conformité à la réforme, les formats vers lesquels vous iriez, les formats de facture, et éventuellement commencer à regarder également les plateformes, ou ça vous le faites avec Sage aussi? Alors, non, on ne le fait pas avec Sage, on le fait avec justement avec le prestataire qui nous fournit cette plateforme d'interface. On a pris une plateforme qui s'appelle Blueway et on regarde avec eux, mais on n'a pas complètement défini le format sur la facture. Juste peut-être les éléments de choix qui vont vous guider dans le choix du format, enfin les éléments.
Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui sur le... Ou est-ce que peut-être vous n'êtes pas prêt sur ce... Non, en fait, on n'est pas, alors on n'est pas très rigide, on n'est pas très demandeur. Alors, évidemment, il faudra que... Enfin, là, vous parlez du format de digitalisation. Oui, le format de digitalisation, le format qui va servir à la facture électronique dans le circuit. On n'a pas encore complètement défini. D'accord, très bien. Écoutez, Raphaël Vallée, merci beaucoup. Merci à vous. On accueille maintenant une start-up qui s'appelle Libéo et qui va entre autres justement participer à une PDP, une plateforme de dématérialisation privée. On accueille donc Pierre Dutarré, un de ses fondateurs. Nous sommes maintenant ravis d'accueillir Pierre Dutarré. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Libéo, qui est une start-up qui propose une solution de gestion de la facturation. Et surtout, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le contexte de l'émission, vous avez participé à une plateforme de dématérialisation privée, une PDP, on en reparlera. Donc, historiquement, Libéo, vous êtes né du paiement de factures, c'est ça? Est-ce qu'on peut retracer un petit peu l'histoire et puis réexpliquer votre activité? Tout à fait, Emmanuel. Donc, Libéo, c'est une solution créée en 2019 par 3 associés, donc Jérémy Attuil, Pierre-Antoine Glandier et moi-même, qui est à destination des PME françaises, européennes et anglaises, et qui se concentre sur aider les PME à centraliser, valider et régler les factures à leurs fournisseurs. Et donc dans ce cadre, effectivement, on prépare les entreprises au passage à la facture électronique qui prend plein effet en 2024. Et donc une clientèle de PME, vous nous le disiez, mais aussi vous débordez un petit peu sur les ETI aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi pour cette réforme, puisqu'il y a une deuxième date, il y a plusieurs dates, on en a parlé en début d'émission, il y a un calendrier donc, pour les PME qui est assez tardif, mais pour les ETI qui est un peu plus proche, qui est en début 2025. Alors vous êtes partenaire de grandes structures. Alors on va commencer par le partenariat avec BNP qui ne concerne pas directement notre sujet du jour, mais vous avez un partenariat commercial, c'est ça, avec BNP? Alors commercial et industriel, donc c'est un partenariat qui a été annoncé là en janvier, qui permet à toutes les entreprises clientes de BNP Paribas de bénéficier de services préférentiels en utilisant Libéo, notamment de pouvoir régler leurs factures instantanément depuis Libéo avec leur compte BNP Paribas. Et dans ce contexte-là, BNP Paribas va aussi distribuer la solution Libéo aux entreprises qui sont clientes de BNP Paribas pour leur proposer une solution pour être conforme à la législation. Parce que dès 2024, voilà, il faut recevoir des factures au format électronique et ça concerne toutes les entreprises de la TPE au grand groupe. Vous avez raison de le rappeler, c'est-à-dire qu'en émission, on a un peu plus de temps, mais en réception, c'est tout le monde à partir de 2024. Deuxième partenariat donc, qui nous concerne plus directement dans l'émission, puis ça va nous intéresser de savoir comment ça fonctionne. Partenariat avec DocaPost, donc un spécialiste entre autres de l'authentification documentaire, mais donc dites-nous en quoi consiste ce partenariat particulier. Alors DocaPost, c'est donc une société rattachée au groupe La Poste. À l'origine, c'est la société qui fait les machines pour affranchir le courrier. DocaPost a pas mal de sociétés différentes, dont des filiales qui sont spécialisées dans le traitement des documents électroniques pour les entreprises. Donc aujourd'hui, on arrive à ce format facture électronique avec 2 objectifs principaux. Mettre en place un nouveau format qui sera un peu le PDF version facture électronique, qui s'appelle Facture X, mais aussi qui oblige les entreprises à recevoir leurs factures en se connectant à des serveurs spécifiques, donc les fameuses PDP. Et donc, DocaPost équipe déjà un grand nombre de sociétés, notamment 80% des groupes du CAC 40, sur le prédécesseur de ce format Facture X, qui s'appelle l'EDI. Et donc, équipant déjà les sociétés, c'est un très bon partenaire pour nous pour mettre en conformité des entreprises de plus petite taille. Et donc, à quoi sert ce partenariat? Si vous voulez, DocaPost a des infrastructures qui sont installées, éprouvées et qui aussi sont respectées, appréciées par les utilisateurs. Et Libéo a de son côté une grande agilité, une capacité de proposer des interfaces ergonomiques. Et donc, l'un avec l'autre, c'est un peu le meilleur des 2 mondes pour les entreprises. Ça leur permet de facilement mettre en place cette conformité à la facture électronique tout en bénéficiant d'un partenaire avec des flux installés et un partenaire rassurant.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu concrètement dans ce que va être... parce qu'on va tout au long de l'émission avoir des entreprises plutôt utilisatrices, on va dire des PDP, qui vont devoir en choisir une. En quoi va consister le travail que vous allez faire avec DocaPost et qu'est-ce que ça veut dire mettre en place une PDP, c'est-à-dire quand on est de l'autre côté du miroir? Donc là, dans les mois qui viennent, les entreprises comme Libéo vont déposer une demande pour être certifiées PDP. Plateforme de dématérialisation partenaire. Ces plateformes vont être connectées au portail de l'État, le portail de facturation publique, et vont avoir le mandat de leurs utilisatrices entreprises pour recevoir en leur nom leurs factures électroniques et leur transférer. Mais du coup, est-ce que vous étiez déjà prêt? C'est-à-dire que tel que vous existez aujourd'hui, vous pouvez postuler en tant que PDP ou est-ce qu'il y a un travail justement que vous faites avec DocaPost d'adaptation, je ne sais pas sur quoi, sur le circuit, sur les formats Alors aujourd'hui, sur d'autres services peut-être d'ailleurs. Voilà, pour être PDP, il y a plusieurs obligations. Il y a une obligation technique, être connecté. Oui. Il y a une obligation aussi réglementaire, avoir les normes ISO qui conviennent, respecter un cahier des charges assez strict en termes de protection des données. Il faut que ces données soient hébergées sur des serveurs qui sont protégés, avec la visée d'être SecNumCloud, donc être en conformité avec le cloud souverain, où les données sont protégées, où elles ne peuvent pas être extradées vers les États-Unis. Et après, il y a aussi l'obligation de déposer un dossier et de recevoir cet agrément. Donc aujourd'hui, Libéo fait partie des entreprises les plus avancées puisque cette connectique, elle est déjà présente, notamment grâce à ce partenariat avec DocaPost, et surtout elle est éprouvée. Nous avons, avec nos partenaires et Libéo, aussi l'ensemble des autorisations, des normes nécessaires pour être certifiés. Mais aujourd'hui, en réalité, Libéo, comme la plupart des postulants, n'ont pas encore été autorisés à sermenter. Et on ne sait pas si... Mais vous répondez au cahier des charges. Tout à fait. Tout à fait. Donc mais attendez, le portail de facturation publique n'est pas encore prêt. Oui. Ça, on l'a donc si, expliqué. Par exemple, comme on a pu le voir avec le guichet unique, si c'est un peu compliqué, si ça met un peu de temps, nous serons aussi, nous, tributaires de... Voilà. Donc on va dire, tel qu'en l'état, à la date de l'enregistrement, vous correspondez au cahier des charges. Et j'irai plus loin, je pense que c'est Libéo, notamment grâce à ce partenariat, qui est l'acteur le plus prêt aujourd'hui sur le marché, puisque, encore une fois, cette alliance avec DocaPost, elle est exclusive en ce qui concerne les PME et les ETI, et c'est l'acteur qui a le plus gros volume de traitement des factures en France. Du côté des entreprises, quels sont les gros enjeux aujourd'hui pour elles de mettre en place un projet de dématérialisation des factures, par exemple avec Libéo? Donc je pense qu'il y a deux enjeux principaux. Il y a vraiment un enjeu de conformité. Le risque, c'est de choisir un partenaire qui se dit conforme mais qui ne l'est pas. Et dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui sera mise en cause et qui aura des problèmes. Donc ça, c'est le premier élément. Choisir un partenaire sérieux qui apporte une conformité éprouvée. Il y a un deuxième enjeu qui est de se mettre en conformité et en même temps de gagner du temps, de gagner de l'efficacité dans ces processus. À mon avis, parce que je pense qu'il ne faut pas faire de la langue de bois, dans un premier temps, sachant que c'est un passage progressif, dans un premier temps, il y aura la subsistance du papier et l'arrivée du facture X ou PDF plus facture X. Donc dans cette phase-là, il y aura encore un peu de redondance. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à un 100% facture X, 100% format facture électronique nouvelle génération, et à ce moment-là, on pourra venir chercher les gains de productivité et d'efficacité. Et donc c'est important de choisir un partenaire qui comprend les enjeux métiers, qui comprend les problématiques d'intégration aux autres outils type ERP, outils de production industrielle, etc., pour que, quand le déploiement soit entièrement réalisé, on ait des vrais gains d'efficacité et de sécurité aussi, parce que ça vise aussi à renforcer les process financiers pour éviter la fraude au président, pour éviter la fraude interne, etc. Au niveau du temps d'implémentation d'un projet comme celui-ci, ça prend combien de temps pour une entreprise d'être opérationnelle? Alors, je vais faire une réponse un peu... voilà, mais ça dépend en fait de la taille du projet et de son ambition. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont déjà digitalisé une grande partie de leur processus. Les factures, mais tout ce qui gravite autour. Les factures, ça concerne toute la vie de l'entreprise, modulo les bulletins de salaire, mais globalement, tous les échanges de l'entreprise sont résumés à des factures. Donc, on peut lier les factures aux commandes de matériel, on peut lier les factures aux livraisons, à la gestion des stocks, à la gestion analytique, donc au contrôle qui va être réalisé par les contrôleurs de gestion, aussi bien que la direction financière. Et donc, la mise en conformité avec Libéo, elle est
immédiate. Aujourd'hui, vous téléchargez l'IBO, enfin vous n'avez pas besoin de le télécharger, il suffit de vous connecter sur votre navigateur, vous pouvez vous inscrire à l'aide d'un email et d'un simple mot de passe. En quelques heures, vous êtes prêt à utiliser l'IBO, à faire de la centralisation de factures, du règlement, et vous êtes en conformité. Vous pouvez déjà recevoir une facture au format facture X. Donc cette mise en conformité, elle est immédiate. En revanche, si vous voulez vraiment complètement intégrer ce flux de factures électroniques pour en bénéficier pleinement à vos commandes de marchandises, à vos contrôles, à votre gestion des stocks, c'est probablement un chantier qui va prendre plus de temps. Il y a aussi l'arrivée d'un format qui s'appelle Order X, qui est le format de commande lié à Facture X. Et donc, à mon avis, pour une ETI, ça va prendre, pour une transition pleine, 2 à 3 ans. Mais on va ressentir les premiers effets assez rapidement. Alors, juste peut-être pour synthétiser, donc, pour une entreprise, en particulier une PME, une ETI qui sont parmi vos clients, quelles sont les grandes étapes importantes à considérer quand on veut se lancer dans son projet de dématérialisation? Qu'est-ce que vous constatez et qui pourraient être aussi des points d'inquiétude? Alors je pense que la première étape, c'est une étape d'audit qui doit se réaliser avec des experts, mais aussi en interne. Alors si on est une petite société, on peut se charger de le faire soi-même, mais plus l'entreprise est grande, plus il est conseillé de se faire accompagner. Donc les questions clés, c'est quel va être l'impact de cette évolution dans ma société, d'un point de vue conformité, on le disait tout à l'heure, d'un point de vue métier, oui. D'un point de vue calendrier aussi, à quel calendrier je suis soumis. J'ai une petite remarque sur le point de vue métier, ça veut dire intégrer justement les DAF dans le processus par exemple? C'est toute l'entreprise. Toute l'entreprise. Toute l'entreprise. Okay. L'équipe commerciale, oui. qui peut dans beaucoup de cas être en charge de réaliser les devis et les émissions de factures, même si ce n'est pas la première étape. D'accord. Toutes les équipes qui s'occupent de la gestion des achats de près ou de loin, donc ça peut concerner vraiment toute l'entreprise. Et puis évidemment les équipes IT qui peuvent être en charge de connecter les outils. Et je parle bien sûr aussi des équipes qui vont être en charge de la conformité, potentiellement les équipes juridiques, les équipes qui vont être en charge aussi de la partie gestion des risques, la partie cyber-risque. Et donc globalement cet audit il est important de le réaliser avec des experts externes, mais aussi en interne, pour comprendre tous les enjeux potentiels de la mise en place de la facture électronique dans l'entreprise. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc il faut passer du temps. Voilà. En fonction de ça, on va pouvoir définir des priorités. Évidemment, la priorité numéro 1, c'est d'être conforme. On peut commencer par ça, c'est l'obligation minimale, l'obligation numéro 1. Et pourquoi on a un calendrier qui va de 2024 à 2027? Pour laisser justement le temps aux entreprises de gérer ces priorités de la plus pressante à la moins pressante d'un point de vue étatique bien sûr, puisque l'objectif de l'État c'est de récupérer plus d'impôts, voilà, la fraude à la TVA, on en a parlé ce matin dans la presse, mais globalement, c'est aussi pour permettre aux entreprises de gérer leurs propres enjeux internes, leurs enjeux métiers. Donc une fois qu'on a réalisé cette première étape, l'audit, et une fois qu'on a défini les priorités, après on peut passer à la mise en place, et donc il faut auditer, rencontrer des partenaires potentiels, choisir celui qui convient le mieux à son entreprise, et après procéder étape par étape de mise en place. Si tout va bien, il y a des nouvelles étapes qui vont apparaître, des nouvelles possibilités qui vont apparaître avec la facture électronique, dont on n'a pas encore forcément connaissance, puisque les outils vont évoluer et permettre de gérer beaucoup plus de choses. Alors, je veux bien votre point de vue sur un sujet qui est peut-être une préoccupation et qui ne devrait pas l'être, c'est la récupération de l'existant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on démarre de zéro sur les prochaines factures ou est-ce qu'on fait en sorte de numériser ce qu'on avait déjà et de mettre en conformité les précédentes factures? Comment est-ce qu'on travaille sur l'existant? Alors, la question, c'est quel bénéfice ça apporte à l'entreprise? Évidemment, c'est possible, mais je doute que le coût de récupérer les archives, les sélectionner, les numériser, les stocker en digital, je doute que ce coût représente un bénéfice pour l'entreprise. Donc notre conseil, ce serait plutôt... Déjà, ce n'est pas du tout une obligation. C'est pas une obligation, c'est ça. Ça ne va pas apporter grand-chose parce que l'intérêt, ça serait potentiellement de numériser ces données pour des analyses. Globalement, en général, ces données elles sont déjà stockées dans des fichiers de contrôle de gestion ou dans des analyses financières. Donc à moins qu'on ait un besoin très spécifique sur un sujet, je ne sais pas moi, si on achète... du métal, parce qu'on dans l'industrie lourde, et si on veut retracer sur 20 ans le coût de l'achat du métal pour mieux suivre ses achats dans le temps, mieux je sais pas moi, anticiper de futurs cycles du cours du métal, globalement on peut digitaliser les factures concernant cet achat spécifiquement, mais à mon avis digitaliser
un peu bêtement, j'ai envie de dire, l'ensemble de ces factures historiques, ça représentera peu de bénéfices. Parce que je pense que c'est une préoccupation, donc c'était intéressant d'avoir votre point de vue dessus. Alors après, ce que je peux dire, c'est, sans faire la publicité de l'IBO, c'est que la plupart des outils modernes permettent de passer facilement, en tout cas sur les exercices précédents, de passer ces données dans son outil pour avoir une meilleure gestion. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est plus important de se concentrer sur les nouveaux process, les nouveaux flux et les impacts qu'on peut sous-estimer de loin que cette réforme va avoir sur la gestion interne de l'entreprise. Pour terminer, vous allez faire évoluer votre solution avec de l'IA et de la RPA, il me semble. Quelles sont les prochaines étapes, finalement? Donc oui, l'IA, la RPA, ce sont des outils qui sont vraiment au cœur de nos métiers au quotidien. Hein, tout s'automatise, donc RPA, l'automatisation des processus, de moins en moins avec des machines d'ailleurs, hein, c'est de plus en plus 100% digitalisé. Et l'utilisation de ces données après pour suggérer des analyses, suggérer des traitements automatiques des factures. Donc ça, ce sont des choses qu'on fait déjà. Aujourd'hui, si vous utilisez notre solution, elle va apprendre en vous observant, elle va apprendre de vos enregistrements et elle va vous proposer automatiquement les actions les plus logiques pour votre utilisation, votre traitement des factures. Et donc, je dirais qu'avec plus de données et avec des IA et des modèles qui sont de plus en plus performants, on va pouvoir continuer à de mieux en mieux anticiper et répondre aux besoins des DAF et de leurs équipes. Pierre Dutarienne, merci beaucoup. On prendra des nouvelles de la validation de votre dossier PDP dans quelques mois. En attendant, on enchaîne avec notre partenaire, donc l'éditeur de solutions de comptabilité et de gestion, Sage. Bonjour et bienvenue dans ce webcast de Sage sur Enjeux DAF. Pour évoquer aujourd'hui le sujet de la facturation électronique, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Adam, Product Marketing Manager au sein de Sage. Bonjour Christophe. Bonjour Robin. Alors vous connaissez bien et notre audience connaît bien le contenu de cette réforme qui est prévue pour les années à venir. Donc je le rappelle quand même brièvement, toutes les entreprises seront dans l'obligation d'accepter les factures au format électronique. On ne va pas s'attarder, comme je le disais, sur forcément le contenu de cette réforme qui s'impose aux entreprises. L'idée, c'est plutôt de prévoir quelque chose d'assez pratico-pratique. Quels sont les éléments qui doivent être justement anticipés par les entreprises et que celles-ci doivent prendre en compte finalement dans leur roadmap? Eh bien, plusieurs éléments. Alors d'abord, effectivement, c'est une réforme qui arrive très rapidement, hein, puisque 1er juillet 2024, c'est dans un an pour les grandes entreprises. Sur la partie réception, enfin pour l'ensemble des entreprises sur la partie réception, pour les grandes entreprises sur l'émission, et puis ensuite janvier 2025 et janvier 2026. Donc c'est quand même une des plus grosses réformes aujourd'hui auxquelles les entreprises doivent faire face depuis pas mal de décennies, avec une transformation quand même significative de leur organisation. Et c'est clair qu'aujourd'hui, elles doivent se préparer dès maintenant autant que possible autour de cette réforme à venir. Voilà. Alors, pas de panique, hein, ceci étant, mais effectivement, je peux partager éventuellement quelques éléments ou quelques orientations autour de cette réforme. Alors, le premier point, c'est que effectivement, cette réforme va toucher l'ensemble des processus de l'organisation de l'entreprise. Et nos recommandations, nous, en tant qu'éditeurs, que l'on partage d'ailleurs avec nos clients depuis quelques temps et notre écosystème de partenaires, c'est de travailler sur 3 axes majeurs dès maintenant pour s'y préparer. Le premier de ces axes, c'est tout ce qui est lié à la cartographie du système applicatif de l'entreprise. Alors quand je dis cartographie du système applicatif de l'entreprise, je parle tout simplement des solutions dans l'entreprise à travers lesquelles vont transiter des factures. Identifier tel et tel logiciel, tel et tel élément au sein de mon entreprise, des ERP, des sites e-commerce, des solutions éventuellement de portail fournisseurs. Un diagnostic très précis de tout ce que inclut l'entreprise. Exactement. Et donc bien comprendre à travers cette cartographie comment la facture va transiter sur ces différentes solutions. Le deuxième axe de travail, c'est autour de tout ce qui va être processus organisationnel, puisqu'on imagine bien demain, avec la facture dématérialisée, la facture électronique,
qu'il n'y aura plus de papier en entrée dans les entreprises. Et donc, ça va être un changement majeur. La facture va arriver directement au format dématérialisé, prête, entre guillemets, à consommer par le système d'information. Et donc, il y a un certain nombre d'organisations, de processus de travail à faire évoluer. Je pense, entre autres, à tout ce qui va être facturation intra-groupe, qui généralement était géré au niveau des équipes comptables ou finances, grâce à des tableurs sur lesquels on indiquait toutes les écritures comptables. Demain, ces transactions vont devoir passer à travers le processus de facturation dans le ERP et donc à travers tous ces aspects de facturation électronique. D'accord. Je pense également à un deuxième cas assez concret, bien tout simplement toutes les factures qui arrivaient au niveau de l'accueil au format papier qui étaient redispatchées, en fonction de la typologie de facture, en fonction également d'un workflow d'approbation. Et bien tout ça, tous ces processus vont devoir se transformer demain et s'adapter par rapport à cette réforme. Et puis un troisième axe, également essentiel, c'est la donnée. On comprend bien que toute la donnée présente dans son système d'information va être clé, va être le pivot demain pour pouvoir échanger, s'intégrer entre autres avec l'annuaire de facturation électronique. Et on pense tout de suite au numéro de SIRET qui va être une des clés identifiantes pour pouvoir, finalement identifier le bon destinataire. Exactement. Et ça, c'est vraiment un élément important que d'avoir une donnée à la fois de qualité, mais également avoir cette complétude de données pour que demain, on soit prêt finalement à faire face à cette transformation facturation électronique. D'accord. Et alors, vous parliez de ce qui va changer concrètement pour les entreprises. Celles-ci vont être face à une petite révolution en la matière. Quelles sont les bonnes pratiques finalement en termes au-delà de l'aspect technique? Vous parliez de workflow, d'approbation en interne. Donc, c'est-à-dire que tout ça, sur le volet humain, au-delà de purement technique, va également être impacté. Donc, finalement, en termes de conduite du changement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place? Finalement, on voit bien que la facture, déjà, un élément qui est important et que toutes les entreprises ont en tête, aujourd'hui, la facture et la facturation, en plus général, est un processus critique dans l'entreprise. Tout d'abord, pour pouvoir s'assurer qu'on gère bien toute la rentrée du cash au sein de l'entreprise. C'est particulièrement important ces dernières années, ces derniers temps en tout cas. Et puis, on voit également que la facturation est un processus vraiment intrinsèque à la solution de gestion, à l'ERP, avec une adhérence forte. Et donc, toute cette partie cartographie, ces éléments que j'évoquais tout à l'heure, vont permettre justement de se préparer, en quelque sorte, et d'identifier ce qu'on pourrait appeler un quatrième axe par rapport aux trois axes évoqués tout à l'heure, d'identifier finalement son système cible qui va intégrer à la fois l'aspect effectivement processus humain, à la fois données et à la fois logiciel. Et je rappelle d'ailleurs que la partie logicielle, souvent on se focalise sur cet aspect-là, mais c'est simplement un des piliers de cette réforme. Il y a vraiment tout l'aspect organisationnel autour. Et donc identifier justement finalement son système cible est essentiel. Et aujourd'hui, nous on encourage l'ensemble de nos clients qui utilisent des solutions Sedge, entre autres, à migrer, à se préparer à mettre à jour leur logiciel dès aujourd'hui pour que demain, finalement, cette transition se fasse naturellement avec une solution qui est directement intégrée à nos solutions de gestion, à nos ERP. Justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que pour les entreprises, c'est une réforme qui s'impose, donc elles vont devoir y passer. Vous le disiez, 2024, c'est demain matin ou presque. Donc à partir, compte tenu si on part de ce postulat, pour les entreprises, il y a deux possibilités, c'est-à-dire développer tout cela en interne avec donc les compétences et la technicité que ça requiert, ou justement, comme vous le disiez, faire appel à des solutions spécialisées. Alors, c'est un vrai projet, ce que j'évoquais tout à l'heure au sein de l'entreprise. Donc, c'est essentiel aussi aujourd'hui au sein des entreprises de nommer un chef de projet. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est essentiel d'aller identifier une personne au niveau de la DSI, au niveau de la direction financière, éventuellement un cabinet conseil ou nos partenaires intégrateurs chez Sedge, par exemple, le font très bien également, accompagnent nos clients pour se préparer à cette transformation. Après, l'aspect, disons, assez fastidieux lié à cette intégration entre les solutions, notre posture, nous, en tant qu'éditeur de solutions de gestion, est de vraiment fournir une solution nativement intégrée à notre ERP plutôt que de devoir s'intégrer
à des solutions externes. Quand je dis solutions nativement intégrées, eh bien c'est que nos ERP, nos solutions de gestion, supporteront la facturation électronique, seront en mesure d'échanger avec la plateforme publique, avec d'éventuelles plateformes privées si le besoin est, se présentent par rapport à l'activité de l'entreprise par exemple, et ne pas laisser le soin ou la complexité associée à nos clients de devoir mettre les mains dans une intégration qui peut être parfois assez complexe. Oui, c'est ça que j'allais vous demander. Finalement, les entreprises qui n'ont pas forcément les ressources ou les compétences en interne, comment finalement les accompagner pour leur faire comprendre que c'est certes un chantier qui est complexe, mais que ça n'a rien de fastidieux et surtout que ça peut s'interopérer de façon tout à fait claire avec ce qui existe déjà en interne. Ce que j'évoquais, hein, donc des solutions de dématérialisation, par exemple de factures fournisseurs, sont des solutions que nous proposons déjà depuis assez longtemps dans nos ERP, dans nos solutions. Donc on a vraiment cette expérience, cette expertise, je dirais, d'intégration de cette typologie de données que sont les factures. Demain, le challenge complémentaire avec la facture électronique est le fait de devoir gérer, par exemple, tout ce qui va être intégration avec l'annuaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, la complexité liée également au statut en aller et retour par rapport au suivi, au cycle de vie de la facture. Et donc tous ces éléments-là, eh bien, finalement, en les intégrant directement, nativement dans la solution, font que le client n'a plus à se préoccuper en mettant simplement à jour son système d'information sur les dernières releases comme nous le préconisons. Finalement, ça franchit toute cette complexité. D'accord. Oui, c'est-à-dire que tout l'aspect complexe que ça peut revêtir pour le client, il n'a pas à s'en occuper. Et j'imagine que ça a aussi la vertu de le rassurer en termes de conduite de projet, sur la façon dont le chantier est mené, j'imagine aussi. Tout à fait, avec notre écosystème de partenaires également qui est en mesure d'accompagner nos clients sur ce genre de projet. Et alors justement, vous, chez Sage, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Vous menez ce genre de chantier, ce genre de projet pour un grand nombre d'entreprises, de façon un petit peu plus spécifique par rapport à tout ce que vous disiez à l'instant. De quel justement retour d'expérience bénéficiez-vous de la part de vos clients, de vos partenaires qui ont déjà finalement entamé ce virage ? Alors, il y a plusieurs retours d'expérience aujourd'hui que nous sommes en mesure de partager. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on parle de facturation électronique en France, mais nous ne sommes pas les premiers. Dans les années 2000, déjà, un certain nombre de pays en Amérique du Sud, entre autres, avaient mis en place des contrôles autour de la facturation par les entités, on va dire, gouvernementales, pour s'assurer que la fraude était plutôt limitée. Ce n'était pas de la facturation électronique, mais il y avait déjà un premier niveau, un premier palier. Et puis, un peu plus récemment, nos voisins italiens sont passés à la facturation électronique dans le cadre du B2G, puis du B2B. Et puis aujourd'hui, on voit clairement que l'Espagne, que la Pologne et un certain nombre de pays européens, entre autres, prennent cette orientation. Donc aujourd'hui, ce que fait Sage, c'est de gérer cette approche non pas avec une vision uniquement française, bien évidemment, on répond aux obligations françaises, mais aller beaucoup plus loin, avoir cette vision internationale pour aussi répondre aux attentes de nos clients, de nos groupes internationaux qui ont des filiales à l'étranger et qui soient dans la certitude finalement qu'aujourd'hui la solution répond au périmètre français, mais que demain, puisque j'ai une filiale en Espagne, je serai tout à fait en mesure également, grâce à ma solution Sage, d'y répondre et de garantir une conformité. Oui, c'est-à-dire qu'on parlait de tout ce qui concerne la tranquillité d'esprit pour les entreprises, de savoir pour une entreprise que si elle est basée, mettons en Italie et qu'elle a des succursales en France, que les process, tout ça, vous le prenez en charge et que d'un pays à l'autre, d'une entité à l'autre, ça se fera sans couture, pour eux c'est important également. Exactement, et c'est déjà le cas pour nos clients italiens aujourd'hui. Ils sont en mesure de répondre aux obligations de la loi dans ce périmètre-là. Et puis après, vous parliez de retour d'expérience, je me permets d'en partager un second, avec plaisir. Puisqu'on parle aussi du B2G, en France c'est déjà présent avec Chorus, et lors du dernier Club Client X3, un de nos clients, Altitude Infra, Nicolas Delmas, donc, qui est en charge de tout ce qui est DSI, Altitude Infra est une société qui se charge entre autres de déploiement de fibres optiques et qui travaille beaucoup avec des collectivités et qui donc se doit de dématérialiser sa facture dans le cadre des obligations avec Chorus Pro, entre autres. Et le retour d'expérience est assez intéressant puisque finalement, le constat, c'est de se dire qu'ils ont mis en place également un vrai projet
pour piloter cette transformation, et ce qui leur a permis finalement de préparer l'ensemble de leurs données et de se mettre en ordre de marche finalement en quelque sorte. Et de leur point de vue, la facturation électronique dans le cadre du B2B, donc qui arrive en 2024, sera quasiment plus qu'une formalité. Une formalité, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que pour eux, finalement, on parlait à la fois du versant technique et du versant plus humain avec la conduite au changement. Quand eux, la réforme prendra effet en 2024, ça ne changera pas grand-chose à la façon dont ils fonctionnent peut-être. Exactement. Et puis un autre client, Monnaie de Paris, qui également témoignait dernièrement que pour leur part, la mise en place d'une solution de dématérialisation des factures leur a également permis, de leur côté, de se structurer, de préparer les données et de se mettre en ordre de marche en quelque sorte par rapport à tous les changements qui vont s'opérer autour des processus, entre autres. Et donc, c'est un vrai jalon, je dirais, préparatoire par rapport à cette échéance qui arrive dans un an. Ou encore IDEC, qui a témoigné également dans le cadre des différents cursus de cette émission, qui rappelait l'importance finalement d'avoir un ERP à jour. IDEC est dans le secteur de l'immobilier et la construction. On imagine bien que pour cette typologie d'entreprise, la volumétrie de factures fait que c'est essentiel d'avoir nativement finalement une réponse à cette obligation liée à la facture électronique et à la réglementation qui arrive. Donc finalement, pour une même réforme, on voit qu'il y a plusieurs points de vue, retours d'expérience de la part des entreprises en fonction de leur typologie, de leur taille. Donc, Exactement, et je dirais que le mot de la fin, entre guillemets, à retenir, c'est qu'effectivement, c'est une réforme qui va imposer un certain nombre de changements, de transformations, mais qui va également apporter toute la partie bénéfice autour de la simplicité, facilitation en termes d'utilisateurs, puisque on va s'affranchir d'une partie saisie qui était bien souvent fastidieuse. On va également, et là c'est pour moi l'élément le plus important pour les entreprises, gagner en termes de pilotage, de capacité de pilotage et de visibilité grâce à l'ensemble de cette donnée qui va transiter directement en temps réel dans les solutions de gestion. Et puis, on va également s'affranchir de toute la partie empreinte carbone associée à tous les flux qui transitent autour de la facture. Donc aujourd'hui, le dernier message finalement, c'est go, allons-y, préparez-vous dès maintenant, puisqu'il y a un ensemble d'éléments qui peuvent être d'ores et déjà embrassés par les entreprises et mis en œuvre pour ne pas subir en 2024 cette échéance. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci Robin. Nous accueillons maintenant Vincent Provandier, chef de projet digital chez MAN Truck & Bus France. Bonjour. Bonjour. Donc MAN, c'est un important fabricant et distributeur allemand de camions et de bus. Alors la filiale française qui est concernée par la réforme de la facture électronique dont on parle aujourd'hui, c'est une filiale commerciale qui vend des véhicules, des pièces détachées et des services de maintenance. C'est ça. Voilà. Alors à des grands clients, mais aussi à un réseau de 80 garages. Oui. Et Vincent Provandier, vous ne travaillez pas à la DAF comme beaucoup de nos intervenants de la journée, mais à la DSI, au sein d'une équipe qui s'appelle Digitalisation et Innovation. Et donc, avec vous, on va plonger dans les enjeux de data, de DI, d'interfaçage, etc. Donc, pour commencer, on va essayer de comprendre le contexte facture chez MAN en France, donc en termes de typologie de facture, type de fournisseur, volumétrie. D'accord. Alors, donc en effet, MAN Truck & Bus en France, on a environ 85 000 factures reçues de nos fournisseurs. Alors, c'est essentiellement des fournisseurs de pièces détachées. Alors, j'ai oublié de dire, excusez-moi, oui, que vous avez 900 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un effectif de 800 personnes. Donc, voilà. Donc. Exactement. Et en effet, on reçoit donc des pièces pour nos garages, à la fois nos propres garages, 22 sites en France, et également pour nos garages privés qui sont au nombre de 80-85, qui complètent donc le réseau en France. Et donc on approvisionne en effet un certain nombre de pièces de fournisseurs externes pour pouvoir réparer les véhicules et les entretenir. Voilà. Et côté client, on a environ 185 000 factures annuellement qui sont envoyées, avec en effet là nos clients directs et également nos propres garages qui reçoivent des factures pour justement un certain nombre de services qu'on peut leur apporter. Et par rapport à la réforme, donc en termes j'allais dire de typologie de factures, c'est-à-dire que vous avez des factures avec d'importants montants, vous avez des factures qui sont peut-être plus complexes pour
quand il s'agit de pièces détachées ou de maintenance? Comment est-ce qu'on peut décrire un petit peu la typologie Alors en effet, il y a les deux. Je dirais qu'on a des gros clients historiques avec lesquels on travaille énormément en termes de pièces détachées ou de moteurs industriels. Par exemple, en effet, la RATP et la SNCF. Et on a déjà mis en place avec eux de la dématérialisation sous forme EDI. Et puis on a aussi de plus petits clients qui aujourd'hui sont adressés essentiellement par des factures sous forme de PDF, envoi de PDF par mail, et qui eux par contre devront évoluer dans le cadre de la réforme et en effet s'adapter au nouveau contexte. Donc vous venez de mentionner que vous avez de l'EDI. C'est ça. C'est bien SAP qui a développé pour vous une fonction de génération et transfert de factures numérisées, c'est ça? C'est ça, exactement. Et à partir de SAP, on sort en effet des formats de documents qui sont convertis ensuite et transférés vers des prestataires EDI qui prennent le relais et qui renvoient les documents vers nos partenaires. Donc en fait, vous vous êtes appuyé sur votre éditeur d'ERP. Oui, exactement. Vous n'êtes pas allé chercher un autre éditeur pour l'EDI. La démarche, ça a été celle-là? Alors la démarche a été faite essentiellement en interne, en effet, avec des équipes MAN au siège en Allemagne qui ont fait les développements et qui sont appuyés sur des formats de documents classiques extraits de SAP pour alimenter ensuite les partenaires EDI avec lesquels on échange. Et avec un prestataire par ailleurs, c'est ça? Oui, un prestataire, exactement. Okay. Exactement. Et donc aujourd'hui, vous n'avez plus de factures papier, mais vous recevez encore des factures PDF, oui, c'est bien ça? Exactement, exactement. On émet très peu de factures papier. On a vraiment transféré, je dirais, complètement cette partie-là sous forme de PDF envoyés par mail, mais qui seront néanmoins à reprendre. Et on reçoit encore, en effet, un peu de papier qui va disparaître là aussi et on a certains fournisseurs qui ne nous envoient pas encore des formats électroniques, mais qui devront aussi s'adapter à la réforme. Ouais. D'accord. Donc, on voit que vous aviez déjà une première dématérialisation, forme de dématérialisation, qui en plus était faite avec l'Allemagne, du coup, c'est avec le siège. On l'a pas dit tout à l'heure, mais Yamaha, c'est allemand. Alors, pour parler de la réforme, donc vous êtes concerné en tant que TI, c'est pour ça que je redonnais les chiffres tout à l'heure de vos effectifs, entre autres. Vous allez être concerné au 1er janvier 2025, alors en émission comme tout le monde en 2024, c'est ça. Et en réception en 2025. Aussi avancé que vous soyez, donc justement, vous avez quand même du travail à faire sur le système d'information. On va essayer de regarder un petit peu toutes les composantes du projet. Déjà, il faut développer justement une nouvelle interface parce que les formats vont être différents. Ce sont des formats imposés. Exactement. Il vous faut choisir le format. Voilà. Alors peut-être racontez-nous un petit peu ce qui se passe autour de ce format de Tout à fait. Alors il y a trois formats possibles. Notre choix, en position assez claire dès le début, a été de choisir un format FactureX, qui est un format assez intéressant qu'on avait déjà mis en œuvre avec justement la RATP et la SNCF, et également dans le cadre des premiers éléments Chorus Pro qui ont été, parce qu'on a également des clients services publics, et donc on a en effet déjà eu cette expérience de dématérialisation pour des clients des mairies ou des équipes en effet liées au service public. Et donc on va choisir ce format FactureX qu'on connaît déjà et qui a l'intérêt d'embarquer finalement à la fois du PDF et du format XML. C'est un peu technique, mais c'est des balises en fait avec des informations qui sont contenues dans un document technique qui peut être transféré assez facilement dans les systèmes d'information et intégrés par les partenaires. Alors on en a parlé un petit peu dans l'introduction de l'émission, mais en fait ce qui vous intéresse là, c'est que c'est à la fois lisible directement par une personne, par l'œil humain, on va dire. Par l'œil humain, par un utilisateur, quel qu'il soit, dans la chaîne, mais c'est aussi directement intégrable dans le système d'information. Exactement. Donc votre choix, c'est porté, ça y est, d'ores et déjà sur FactureX. Tout à fait. C'est déjà... Et vous, du coup, vous travaillez, pardon. non, vas-y. Vous travaillez avec SAP de nouveau sur l'adaptation des factures à ce format? Oui, tout à fait. On va retravailler en effet avec SAP, avec des équipes également, des partenaire EDI historique, on va dire, de MAN, qui s'appelle Comarch, et qui a la responsabilité, si on parle de l'extraction
pour les factures clients, d'aller en effet récupérer dans les formats IDOC de SAP et de convertir au format FactureX les factures qu'on va émettre. Ça, c'est un gros travail, ça c'est une question qui se pose parce qu'on a l'impression que ces transitions sont importantes. Oui, c'est pas un travail énorme, on a déjà eu du coup cette expérience Chorus Pro notamment, donc c'est vrai qu'il y a des adaptations à faire, un peu de développement, un peu de données complémentaires également qui, dans le cadre de la réforme, sont complétées. Hein, et on en oui, c'est pas que le format, là, c'est aussi... Voilà, des données obligatoires qui sont en train de changer un petit peu. Et donc, il faut compléter en effet les développements qui ont déjà été réalisés. Donc, c'est pas un gros changement, mais ça nécessite quand même un petit peu de travail, d'attention, de mise en place de projets, hein, et de vérifier qu'en effet tout ça va fonctionner correctement. Ça nécessite des informaticiens. Hein, exactement, voilà. Ça nécessite des informaticiens. Vous avez une taille qui fait que vous avez une DSI, donc on le précise peut-être pour ceux qui n'ont pas de DSI, c'est qu'il faut quand même des informaticiens sur cette partie-là pour le développement. Oui, tout à fait. Pour l'extraction des systèmes d'information, c'est vrai que là, il y a besoin de... soit d'informaticiens en interne, ou simplement des chefs de projet qui vont un petit peu cadrer les choses, mais en tout cas des équipes de développement qui vont pouvoir techniquement produire les fichiers au bon format et pouvoir les échanger avec les partenaires EDI. Oui, tout à fait. Et donc, avec le choix de facture, vous allez aussi devoir faire le choix de votre plateforme partenaire que vous comptez utiliser. Exactement. Et l'idée, c'est de la brander, si on peut dire, MAN. Exactement. On aimerait bien, en effet, pour nos clients, pouvoir leur proposer donc non plus un envoi par mail comme aujourd'hui, mais de dépôt de leur facture sur une plateforme avec un partenaire PDP, en effet, qui serait logoté, pourquoi pas MAN, hein, ça serait une bonne idée, et d'indiquer à nos clients qu'en effet, ils peuvent récupérer les factures que MAN a déposées sur ce portail afin qu'ils viennent les chercher. Hein, et donc là, on aura une communication, je pense, qui sera intéressante vis-à-vis de nos clients. Oui, parce que ça, c'est un peu atypique. C'est une plateforme, vous achèteriez en quelque sorte une prestation à marque blanche. C'est ça. Et de pouvoir l'identifier à disposition de nos clients. Exactement. Et de pouvoir récupérer les factures initialement, les retourner plus tard, enfin voilà, et les visualiser, les extraire, les importer dans leur propre système. Voilà, c'est des choses qui seraient, à mon avis, intéressantes. Là, sur le choix de la PDP, donc vous n'avez pas fait encore. Non. Qu'est-ce qui est dans votre cahier des charges? Alors, en effet, les éléments réglementaires, ce qui va être important, c'est surtout en effet que ce soit une PDP agréée en effet par le gouvernement, et en tout cas qui soit un acteur important aussi hein, de ce secteur, qui fasse de l'archivage également légal, non répudiable, qui et des data centers en France aussi, c'est des éléments importants parce que c'est vrai que on voudrait en effet rester sur le territoire français pour les conservations des données. Voilà, donc il y a un certain nombre de critères qu'on a mis dans le cahier des charges et qui vont en effet nous permettre de sélectionner le bon partenaire, sachant qu'ils ne sont pas encore agréés, en tout cas identifiés en tant que tels. Ça va intervenir en septembre 2023. Très certainement en tout cas, mais néanmoins on a quand même quelques idées de grands acteurs qui ont toutes les chances d'être agréés. Hein, voilà. Sur le côté émission de facture, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est aussi format plus plateforme, etc. C'est essentiellement ça, le contexte du projet aujourd'hui. Sur la réception, par contre, de factures, qui sera donc en effet dès le 1er juillet 2024. Oui. Là, on aura cette première échéance finalement qui va arriver assez vite. On aura en effet besoin de récupérer depuis très certainement la plateforme publique de facturation, ce qu'on appelle la PPF, de récupérer ces factures et de les intégrer. On va essayer de faire nous-mêmes directement, en effet, avec nos équipes de développement en Allemagne qui ont déjà un petit peu cette expérience, et pas forcément d'utiliser pour le coup un PDP en intermédiaire, hein, et de pouvoir alimenter directement depuis la plateforme publique de facturation notre système SAP en import depuis cette plateforme. Voilà. Donc, on le répète, vous faites partie de la direction informatique de MAN. Exactement. Quel a été le rôle ou quel est le rôle de la DAF aujourd'hui dans ce projet? Oui.
Alors évidemment, tous les aspects réglementaires sont vus, je dirais, et travaillés avec la DAF. Hein. Donc ça, c'est évidemment un point important. Comme dans tout projet informatique, on travaille pour des directions utilisatrices. Donc là, c'est en effet la DAF qui est notre maître d'œuvre, hein, finalement. Et donc, on reçoit les besoins, on les comprend, on les interprète avec eux. Et puis, en effet, on transcrit et on fait le lien avec les partenaires informatiques pour pouvoir mettre en place les développements qui correspondent. Évidemment, en phase de recettes aussi, en phase de validation des développements qui ont été réalisés, la DAF intervient également pour s'assurer que tout le développement est conforme à leurs attentes. Hein. Donc c'est là aussi un point important. Et voilà, c'est un partenariat véritablement, et on a des points réguliers avec eux pour les tenir au courant de l'avancement du projet. Alors justement, c'est peut-être une question un peu plus métier, mais il y a d'autres atouts que la simple conformité à la réforme à rationaliser son processus de facturation, finalement à être dans cette démarche. Oui. Est-ce que vous identifiez, vous, chez MAN en France, certains avantages autres que d'être conforme à la loi? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un envoi, une réception des factures, par exemple si on parle de facturation client, qui sera beaucoup plus, je dirais, structuré que ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va avoir des plateformes où nos clients vont aller chercher leurs factures, on va pouvoir tracer si en effet on a bien, le client a bien reçu, s'il a ouvert la facture, etc. etc. Donc c'est aussi en termes de recouvrement derrière, très certainement pour les équipes de DAF, des éléments importants qui vont s'assurer, qui vont permettre en tout cas de s'assurer que les choses avancent véritablement en termes de recouvrement, dans le bon ordre, dans le bon sens, et ça va certainement simplifier les choses aussi à ce niveau-là. Alors, je reviens juste peut-être un instant sur, vous parliez de l'hébergement des données en France, mais est-ce qu'il y a un côté aussi sécurisation, protection Bien sûr, oui, c'est important que les factures ne soient pas sur des plateformes qui seraient potentiellement attaquables. On parle beaucoup de cyberattaques, de cybercriminalité actuellement, et c'est vrai que c'est des éléments importants pour nous, pour nos clients, de s'assurer en effet qu'on a des acteurs importants qui ont à cœur aussi cet aspect de sécurité. Et puis pour nos clients, en effet, que les données qui sont sur ces factures ne soient pas transmises dans la nature à droite ou à gauche. Donc voilà, ça c'est important. Et puis il y a un aspect de pérennité aussi des plateformes, je dirais, dans les data centers, hein, et de pouvoir avoir un archivage légal pendant 10 ans. Voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup, mais c'est une grosse partie de votre projet, en fait. Exactement. Donc il y a effectivement la partie archivage de ces factures qui sont désormais dans un circuit de validation particulier. Oui, complètement. Oui, les partenaires EDI, historiquement, hein, déjà quand on travaillait sur purement de l'EDI, ont aussi cette responsabilité, quelque part, d'assurer pendant 10 ans que la facture soit toujours lisible, quelle que soit l'évolution des technologies. Et le stockage et du format. Et que le stockage est garanti, non répudiable. Hein, c'est-à-dire qu'en effet, le partenaire en face ne peut pas dire non, ça ne correspond pas à la facture, elle a été modifiée entre-temps, vous avez fait des changements sur cette facture. Et donc, il y a un aspect archivage légal qui est important également. Oui, tout à fait. Vincent Provendier, merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Fan Nouman, Finance Manager chez Big Fernand. Fan Nouman, bonjour. Bonjour. Donc Big Fernand, c'est une ancienne de restauration rapide française qui fait environ 60 millions de chiffre d'affaires pour 450 employés répartis sur une soixantaine de restaurants franchisés pour la majorité. Exactement. Pour la totalité. C'est exactement ça. Donc pour commencer sur les factures électroniques, quelles sont les caractéristiques chez Big Fernand de ces factures, donc en termes de volumétrie, de type de fournisseur, complexité, etc. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, nous on est une entreprise de taille intermédiaire. On est essentiellement basé en France, France métropolitaine. On a une volumétrie de factures qui s'estime environ à entre 1500 et 2000 factures mensuelles qui sont traitées donc par notre équipe comptable en centrale. Là, je fais référence aux factures reçues, donc le flux entrant. Pour le flux sortant, je dirais qu'on doit être autour de 200 factures mensuelles, qui sont essentiellement, comme vous le disiez très justement, envoyées à notre réseau de franchise pour la facturation de nos redevances notamment et de nos commissions.
D'accord. Et vous avez énormément de fournisseurs, si je ne me trompe pas, qui sont pas forcément de grosse taille. Alors c'est vrai qu'on a un écosystème qui est assez particulier. On a environ 200 fournisseurs. Donc pour une entreprise de notre taille, je dirais que c'est raisonnable, voire même pas très important, encore une fois, compte tenu de notre secteur d'activité. Parce qu'on a un concept simple, un concept unique, qui est le même dans tout notre réseau, ce qui évite de démultiplier en fait notre sourcing et la diversité de nos fournisseurs. Néanmoins, c'est quand même 200 fournisseurs à gérer, avec chacun leurs problématiques. Et comme vous le disiez à nouveau très justement, on parle ici de fournisseurs qui sont de taille assez hétérogène, notamment sur la matière première, donc les matières premières alimentaires, enfin matières premières alimentaires et non alimentaires. Mais donc je parle vraiment là de notre sourcing matière première qui est central. Je dirais notre sourcing matière première, c'est à peu près 10% de ces 200 fournisseurs, donc une vingtaine, allez une trentaine si on compte un peu plus justement. Et sur ces 30 fournisseurs qui finalement vont réaliser les plus gros volumes, on a un espèce de 80-20 au niveau de nos fournisseurs, on a effectivement cette hétérogénéité entre des fournisseurs qui vont être plus gros que nous, des grands distributeurs qui sont en mesure d'apporter une vraie prestation logistique, et à côté de ça, des fournisseurs qui sont de notre taille, donc type PME, ETI, voire même plus petits. Et c'est sur cette complexité-là que nous, on doit interagir avec des acteurs qui sont un peu différents, et il faut les appréhender correctement en prenant les bonnes initiatives. Et en plus de ça, il me semble que vos fournisseurs sont aussi amenés à changer, notamment sur les matières premières. Tout à fait. On essaye d'être une entreprise assez innovante en termes de... On est rentré un peu dans le marché avec nos gros souliers en lançant le concept de burger gourmet, qui n'était pas forcément quelque chose qui était répandu à la fois en France et même à l'international. Donc on est arrivé un petit peu comme un ovni au départ. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus courant. On a créé, si vous voulez, autour de nous un segment de marché. Et donc forcément, on essaie de poursuivre notre innovation pour rester, en fait, garder notre originalité. Et de ce fait, il faut innover notamment sur le produit. Et donc du coup, ça nécessite de garder cette petite longueur d'avance en travaillant avec des fournisseurs un peu différents, tout en gardant notre ADN, qui est là le frais, le local, les ingrédients de qualité labellisés. Donc forcément, ça nécessite de changer. Et donc toujours de rationaliser, si vous voulez, nos process, et notamment la facture électronique, puisque c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ça, donc on a le contexte qui vous concerne en termes de facturation. Et sur la dématérialisation et sur la facture électronique, vous aviez commencé, en fait, je crois que c'est même avant votre arrivée, c'est ça, en 2017, déjà une première démarche de dématérialisation. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout à fait, c'est exactement ça, vous l'avez très bien résumé. Moi, je suis arrivé chez Bican en 2017, ça fait un peu plus de 6 ans maintenant. Mais c'est une entreprise qui... indépendamment de sa taille, avait déjà entamé, si vous voulez, sa mutation ou son upgrade digital en mettant en place, avant mon arrivée, donc probablement en 2016, un outil de dématérialisation de facture. Cet outil de dématérialisation de facture, on en parlera un peu plus en détail par la suite, mais au départ, il n'a pas que vocation à anticiper une nouvelle législation, une nouvelle réglementation. C'est avant tout au départ un move stratégique qui permet en fait de gagner en efficience, en efficacité. On est en finance, donc on sait de quoi on parle. Et au-delà de ça, de gagner également en rigueur de gestion et de gagner en productivité en réalité. Puisqu'au départ, les équipes sièges, notamment en finance, sont des équipes très resserrées. Et il faut gérer une croissance forte. Donc l'idée, c'est de pallier les deux, de pouvoir répondre à cette croissance forte en ayant des outils qui permettent de gagner du temps de traitement. Techniquement, une facture papier à traiter, bon, je pense que mes confrères pourront en parler, ça prend entre 2, 3, 4 minutes selon la complexité de la facture. En passant par un outil de dématérialisation, on peut diviser ce temps de traitement par 4 voire 5. En tout cas, c'est ce que vendent les prestataires de ce type de solution. Donc clairement, c'est un gain énorme pour une entreprise, surtout qui a une taille critique relativement réduite. Et donc pour ce projet, ces débuts de dématérialisation, vous êtes appuyé sur 2 éditeurs, dont un qui est un de vos éditeurs historiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Exactement, comme je le disais, c'est une démarche qui a été anticipée dans le temps par les fondateurs de l'entreprise qui avaient dans l'idée de doter correctement chaque service de l'entreprise en termes d'outils.
Et donc, le choix a été fait de travailler avec deux éditeurs, un éditeur de dématérialisation de factures et un éditeur comptable qui soit compatible entre eux et qui puisse communiquer entre eux. Donc, le prestataire de dématérialisation de factures s'appelle Use. C'est un prestataire qui fait partie des leaders du marché, une des références. C'est peut-être pas le leader, mais en tout cas, ça fait partie des acteurs de référence. Moi, je l'utilisais déjà dans ma vie antérieure professionnelle, en tout cas dans mon expérience professionnelle antérieure. C'est une solution qui fonctionne bien, qui est efficace, qui tient la route et qui répond surtout à notre besoin. C'est un outil d'automatisation de processus en fait. Exactement, et donc, exactement. Qui convient bien dans le… Exactement, et surtout, moi, c'est un des points qui a retenu mon attention très vite, c'est que c'est un outil qui est régulièrement mis à jour. Il ne se passe pas 6 à 12 mois sans qu'on ait des mises à jour significatives. Je ne parle pas uniquement d'un upgrade de version, je parle vraiment de vrais ajouts de fonctionnalités dans l'outil. Donc ça, clairement, nous, ça répond aux besoins et c'est pour ça qu'on conserve cette prestation à travers le temps. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on travaille avec eux. Et l'autre gros avantage, et qui pour moi était indispensable, c'est la communication avec notre logiciel comptable, donc via Sage, et des imports automatisés qui partent de l'un vers l'autre. On va voir que c'est important pour la suite aussi, mais vous aviez travaillé avec Sage justement sur l'adaptation des formats extraits dans le… et le gain donc à la sortie de la mise en place de ce projet, c'est quoi? Alors, clairement, en termes de timing, on est sur un temps qui est divisé par 4, voire 5, en termes de timing de traitement de factures. L'autre point, c'est qu'on a pu un peu discipliner nos fournisseurs grâce à ces solutions-là. Clairement, et aux fameux petits fournisseurs. Voilà, c'est ça, exactement. À partir du moment où certains de nos fournisseurs voient qu'on a un outil qui fonctionne bien, dans lequel ils peuvent injecter leurs factures, ils sont plutôt proactifs. Et, enfin, en tout cas, ils sont, je dirais, à même de penser à des évolutions également de leur côté, puisque finalement, c'est une solution qui est gagnant-gagnant. Des deux côtés, on gagne des jours hommes des deux côtés. Et ça, forcément, toutes les entreprises, qu'elles soient de grande ou petite taille, elles sont partie prenante là-dessus. Donc, en termes de solutions, comme je le disais, au départ, Use, c'était vraiment un outil de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on recevait des factures papier. À peu près 90% de nos fournisseurs en 2016-17 étaient des fournisseurs qui nous envoyaient des factures papier, que nous-mêmes, on gérait, donc on scannait, on numérisait pour les injecter dans l'outil. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 90% de nos fournisseurs, donc 6 ans plus tard, alors aidés par les futures réglementations dont on va parler, mais si vous voulez, la quasi-totalité de nos fournisseurs ont pris le pas et ont anticipé également ces changements. Aujourd'hui, 90% de nos fournisseurs, c'est vraiment un rapport qui s'est inversé, 90% de nos fournisseurs nous fournissent des factures avant tout numériques. Et seulement 10% d'entre eux continuent de n'utiliser que le papier, que le format papier. Parce qu'on le rappelle, on l'a dit dans le début de l'émission avec notre expert sur le sujet, mais la facture électronique, ce n'est pas seulement le PDF. C'est un PDF, un scan de facture papier, ça n'est pas une facture électronique. Tout à fait. Ce sont des factures structurées qui peuvent être traitées ensuite par le système d'information. Exactement, c'est une forme de standardisation en réalité. Au-delà de la traçabilité côté fiscal, c'est un point qu'on pourra aborder également, mais effectivement, l'idée, c'est de standardiser et de faciliter, de normaliser le marché. En termes de typologie de facture et clairement au-delà du gain de temps, c'est un gain également en termes d'analyse, de temps d'analyse, de temps de traitement. Donc c'est je dirais plutôt ça va dans le bon sens. Et je ne parle pas de la dimension environnementale qui impose à tout le monde de réduire au maximum l'utilisation du papier. Aujourd'hui, je disais, on a encore 10% de nos fournisseurs qui fournissent des factures papier, sachant qu'en fait, c'est des fournisseurs qui sont en réalité hybrides parce qu'ils fournissent également le format électronique mais continuent d'émettre le format papier. Actuellement, chez Big Fernand, qui est en charge de ces projets, peut-être vous avec votre équipe, mais également du côté des éditeurs, etc. Alors, on est une petite structure, comme je le précisais en introduction, donc on n'a pas de direction informatique, on est vraiment tous partie prenante du projet et si vous voulez, on prêche pour notre paroisse, en l'occurrence, et moi, en l'occurrence, pour l'équipe finance. Donc, moi, je suis directement impliqué dans cette gestion de projet outils. On n'a pas encore une fois de département système d'information ou informatique. Donc on est deux en fait en réalité qui suivons ce projet de très près, à la fois sur la partie logiciel comptable et sur la partie logiciel de dématérialisation. Sur une équipe de… Sur une équipe de 6 personnes, enfin 7 moi inclus. Donc c'est 2 personnes il faut des personnes qui ont une très bonne connaissance de l'entreprise, qui sont relativement à l'aise avec les outils évidemment, mais donc une responsable comptable et moi-même.
Moi-même, plutôt sur la partie gestion de projet, bon, éventuellement négociation avec les prestataires, et la responsable comptable plutôt sur la partie expertise technique, expertise outil, parce que j'ai forcément moins besoin d'un retour terrain, d'un key user de l'outil pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ou en tout cas opter pour les bonnes fonctionnalités. Et les discussions se passent en direct avec les Sage et Use? Alors, on a un distributeur pour Sage, donc on n'est pas en rapport direct avec Sage, c'est le distributeur qui fait l'intermédiaire, mais qui connaît très bien l'outil, donc honnêtement, c'est comme si on s'adressait à Sage. Et côté Use, par contre, oui, c'est en direct avec l'éditeur. Et donc, désormais, après la première étape de dématérialisation qui était indépendante de la nouvelle réforme, donc vous allez être concerné au 1er juillet 2025, au 1er janvier 2025, ouais, tout à fait. parce que vous êtes une ETI par la réforme. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous avez entamé comme discussion avec vos éditeurs? Est-ce que vous choisissez d'autres prestataires? Enfin... Alors, comme je le disais, effectivement, on essaye d'anticiper un certain nombre de choses, et pas que quand il s'agit d'innovation food. Donc, on a déjà mis le nez dans ces futures évolutions, et on a des pourparlers qui sont déjà engagés avec nos éditeurs, avec les prestataires des deux solutions en l'occurrence. Donc on s'est vu encore très récemment avec les deux pour anticiper ce genre de choses et prendre de l'avance, même si effectivement il nous reste, comme vous le disiez très justement, un peu plus d'1 an. Donc concrètement aujourd'hui on a des premières solutions qui vont être apportées notamment à notre outil comptable, probablement d'ici la fin de l'année civile. Donc on aura 1 an d'avance, hein, on gardera cette année d'avance, notamment sur l'émission de factures, puisque c'est vraiment sur ce flux sortant qu'on va être nous directement impacté. S'agissant du flux entrant, on est également en pourparlers avec Use pour la partie dématérialisation. Oui, parce que là, la deadline est plus, ouais, tout à fait. Proche. Hein. Exactement, elle est un peu plus proche. Et puis surtout, je dirais, nos premiers fournisseurs qui vont être concernés, eux, ils seront, pour certains d'entre eux, concernés dès le 1er janvier 2024. En l'occurrence, c'est demain ou après-demain, donc ça va arriver très rapidement. Et ça, Use doit être capable, dès l'été, en réalité, de répondre à cette typologie, à ces évolutions en tout cas de format de facture. Donc les discussions sont déjà engagées. Il n'est pas prévu qu'on change de solution. Ça, c'est un autre point, puisqu'on veut capitaliser en fait sur le fait qu'on travaille avec 2 acteurs de référence du marché et qui vont nous permettre, moyennant des upgrades, moyennant des évolutions, de conserver les mêmes outils et de gagner en efficacité, et en tout cas de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Et c'est essentiellement un travail sur le format, ouais. De l'adaptation du format, puisque en 2016, vous ne pouviez pas connaître les formats imposés, sur le format et sur la circulation, sur le workflow. C'est ça. Ça sera exactement ça. Ça sera sur le workflow et sur les formats types. Connaissant un peu nos fournisseurs, pour les plus gros, je pense que la plupart opteront pour le format structuré. Enfin, c'est ce que j'anticipe, mais on va entamer les discussions avec eux très rapidement. Encore une fois, je pense que c'est même plus eux qui ont un intérêt à entamer des discussions le plus rapidement avec leurs prestataires, puisqu'ils vont être concernés avant nous. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus. L'année 2024, qui va être notre année en fait test, va nous servir surtout à nous rapprocher de nos plus petits fournisseurs, ou en tout cas de nos plus petits tiers, parce que ça va concerner également nos clients, qui sont nos franchisés en l'occurrence, à nous rapprocher d'eux pour être prêts en fait dès le 1er janvier 2025, voire avant, et on envisage très clairement d'être prêts avant. Et je crois que dans ce projet, il y a aussi un inventaire de vos fournisseurs, justement, pour identifier justement ceux qui sont prêts ou pas prêts. Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est quelque chose qu'on fait. Moi, c'est quelque chose que je fais de manière régulière, récurrente, avant même l'évolution de la réglementation. C'est quelque chose c'est un élément que je souhaite vraiment avoir en tête régulièrement, de savoir quel est l'écosystème avec lequel je travaille. C'est valable pour des formats de facture, c'est valable pour des délais de paiement, c'est valable pour tout un tas d'autres sujets qui impactent clairement qui vont avoir des effets cash ou non cash d'ailleurs, sur le pilotage de l'entreprise. Et donc c'est mon rôle, moi, effectivement, d'être toujours très au fait avec qui on travaille et comment on travaille. Et donc là, c'est simplement un prolongement en réalité de ces process-là. Donc oui, on fait régulièrement des inventaires fournisseurs pour savoir quelles sont les conditions qu'on applique à tel ou tel fournisseur. Et donc là, c'est juste une étape en plus. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être un critère de choix d'un fournisseur, la capacité à traiter la facture électronique? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la prétention de dire que ce serait le critère déterminant. C'est forcément un critère qui rentre en ligne de compte. Hein. Clairement, si nous, on a une alerte de ce côté-là,
charge à nous, finance, de faire remonter ce type d'informations et voilà, que tout le monde soit au courant. De même, si c'est le cas sur un autre sujet plus opérationnel, évidemment, on prendra en compte ce critère, nous, dans notre manière de travailler avec tel ou tel fournisseur. Néanmoins, on l'avait déjà évoqué, mais néanmoins, voilà, nous, on reste, le nerf de la guerre, enfin, une partie de notre ADN, c'est l'innovation, c'est le fait de garder encore une fois notre originalité, notre ADN. Et donc, ce qu'il faut, c'est concilier les deux en réalité. Oui. Donc voilà, moi, mon rôle, il est d'un peu de garde-fou et de s'assurer qu'on ne travaille pas n'importe comment et avec n'importe qui. Néanmoins, voilà, je modère un petit peu mon approche puisque forcément, il y a des logiques stratégiques qui doivent aussi entrer en ligne. C'est-à-dire que s'il y a un seul fournisseur et qu'il n'est pas prêt pour la facture électronique, et là, il y a souvent un fournisseur. Et là, il y a souvent un ou deux fournisseurs. Ouais. Mais disons que les options ne sont pas infinies, en effet. Donc cette dématérialisation, elle est en partie contrainte par la réglementation qui va arriver. Mais vous avez parlé de l'efficience tout à l'heure. Quels sont les autres avantages que vous y voyez directement? Alors, c'est une très bonne question, encore une fois. C'est la raison pour laquelle ça a été fortement anticipé. Alors, évidemment, personne n'avait la prétention en 2016 de dire qu'on en arriverait là à l'horizon 2024-2025. Néanmoins, ça a été anticipé aussi pour ça, et surtout pour ça au départ. Au-delà de l'efficience, de la productivité, ça a été... Enfin, moi, je trouve, en tout cas, je suis partisan du fait qu'un outil de dématérialisation, c'est quelque chose qui structure les process d'une entreprise, ou en tout cas qui impose de structurer un certain nombre de process dans l'entreprise. Typiquement, ça ne se substitue pas à un processus d'engagement de dépenses. Néanmoins, ça vient en complément d'un processus d'engagement de dépenses qui peut être, encore une fois, très, très important, très critique, notamment dans le cadre d'une forte croissance. Typiquement, je prends un exemple assez concret, en 2018-2019, on a fait une dizaine d'ouvertures sur une année. Ce n'est pas anodin pour une entreprise de notre taille. Et donc, il y avait un processus d'engagement de dépenses, mais le fait d'avoir ces circuits de validation en complément sur l'outil de dématérialisation, ça vient en fait confirmer, entériner un certain nombre de choses qui sont déjà validées en amont. Et moi, clairement, c'est des réflexes maintenant qu'on a tous pris en interne et qui permettent en fait tous d'avoir le même niveau d'information au même moment. Donc ces process de validation, déjà, il y a un vrai travail de création, de mise en place lorsqu'un nouveau collaborateur arrive, lorsqu'un collaborateur quitte l'entreprise. Voilà, ça permet de se structurer et d'avoir toujours ces garde-fous, encore une fois, qui permettent d'être bien sûr que l'information va circuler entre les différents décideurs de l'entreprise, que tout le monde a bien connaissance du montant de telle facture qui peut être très significatif pour une entreprise de notre taille. Donc voilà, en termes de process, encore une fois, et de conformité, de rigueur, c'est optimal. Ça permet évidemment de fluidifier, on l'a dit, et ça permet d'avoir, encore une fois, une bonne fluidification, une bonne circulation de l'information, surtout dans une entreprise qui n'a pas des canaux qui sont forcément hyper développés, comme on peut l'avoir dans une grosse structure. Fad Nouman, merci beaucoup. Merci à vous. Donc c'est avec vous qu'on conclut cette émission. Emmanuel, merci. Merci. Et sur ce, bonne journée à tous et à toutes.